Nous, je pense qu'on est tous capables à peu près de lire des sous-titres. Là, après, c'est une question de goût. Quelqu'un Oui, oui. Oui, je peux Il enchaîner. se passe quoi là? En fait, t'as pas dit que c'est une question de goût. T'as dit c'est Et une question de goût et on s'attend à la suite et il y a rien qui vient. C'est Il très est, il est bizarre. entré en mode veille au milieu de sa phrase. Eh merde. Qui va Moi, je rallumer savais pas le... où j'allais avec cette phrase. Franchement. Eh merde, allez chez lui, allez le rallumer. Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, un Cinésphère où nous allons parler de la VO contre la VF. Pour ceux qui regardent plutôt les films en VO, les films en VF, il y a deux teams ici. À la base, c'était une émission que je voulais faire même précise qui s'appelait un peu un clash en gros. Je voulais vraiment faire un truc de clash où les gens s'affrontaient sur des avis divergents parce qu'on sait qu'ici, nous ne sommes pas tous d'accord sur ce sujet-là. Et finalement, bon, j'ai un peu abandonné l'idée et intégré dans un ciné-sphère, ça va très bien aussi. Et pour cette émission, je suis accompagné de Erwan, de Jérémy, de Guillaume et de Cassandre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Mickaël. Bonjour Mick. Alors avant de commencer l'émission, vous allez me dire un petit peu ce que vous avez vu ces derniers temps. Moi je commence déjà par dire que je n'ai rien vu de spécial ces derniers temps parce que je regarde beaucoup de films pour le podcast et je me regarde très peu de films juste pour moi, ou même pas du tout en ce moment. Ma vie est triste à ce point-là. Donc je vais vous donner la main directement et je vais commencer par Cassandre. Alors moi j'ai vu Gladiator 2 il y a pas longtemps Aïe. et c'était naze. Ça invalide beaucoup le premier. J'imagine que si on s'en rappelle T'aimes pas, beaucoup ça le va. premier? Oui, j'aime beaucoup le premier. Du coup, je l'ai bien en tête et je pense que c'est un problème. Je pense que quand on l'a pas vu depuis un bail, ça passe. Je pense que on peut passer un moment sympa. Mais par contre, si on a le 1 bien en tête, on a vraiment l'impression d'être noyé sous le fa de service et c'est ridicule. Ok. Ouais. Enfin voilà. C'est pas très étonnant. T'as vu autre chose, des séries, des choses comme ça? D'autres films qui t'ont Euh, marqué ou pas marqué? Non, en ce moment je geek. Je Ah. joue dans le milieu des gamers, je joue à un jeu qui a fait sa petite notoriété, qui s'appelle Silksong. Comment? Hollow Knight 2. Ouais, de fou. Je connais pas du tout. Ah, Hollow Knight 2, oui, putain, bah, j'y ai joué il y a 2 jours. Ok, oui, Silksong, oui, ok. Qui est incroyablement dur, hein. J'ai même plus envie d'y jouer, hein. J'ai joué 5 minutes et j'ai fait, allez, c'est fini, j'arrête là. Je suis même pas au quart du C'est jeu. vrai, C'est il est quel pire genre que le premier. C'est quel genre de jeu? C'est du plateforme? Ouais, c'est du 2D, ouais. C'est du die and retry plutôt. Oui, c'est Ouais, 2D, ah oui, die and... d'accord. enfin, il y a tout ce qui va pas, 2D, die and retry, C'est tout ce qui va, c'est justement. terrible. C'est ça qui est génial. Bienvenue C'est un à Metroidvania Jeux aussi, vidéo ça veut dire qu'il y a sphère. pas mal d'exploration. De quoi? Metroidvania? C'est un Metroidvania, ça veut dire qu'en gros, le monde s'explore et qu'il faut revenir dans plusieurs endroits qu'on a déjà D'accord. explorés une fois qu'on a débloqué des pouvoirs. Enfin voilà, c'est une explo assez riche et qui est pas linéaire. Donc Ok. c'est assez sympa. Ok. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de jeu, justement. Et j'ai détesté C'est marrant parce que même en jeu ça. vidéo, on a des avis Ah. divergents, c'est fou. Ouais, Ah, mais sur parce plein de que choses, moi, sur plein de le choses, 2, je crois. le Prince of Persia, les Sables du Temps, que j'ai essayé du coup. J'ai pas continué parce que c'est pas mon truc, quoi, les jeux de plateforme. Hein. Même ça, le plus Ouais. basique et assez simple, je remarque que moi, ça me saoule très vite. Ah, je sais pas, moi, c'est aussi l'ambiance, le côté du jeu, Ah oui, les bien décors sûr. et tout. Enfin, il y a plein de trucs. Ça, je comprends. Mais le 2, bien, ouais, le 2, c'est un peu la même chose, sauf que bah il y a un côté beaucoup plus jeu vidéo un peu enfin je sais pas, tu vois, avec plein de monstres différents qui ont pas trop d'identité comparé au premier, et puis surtout tu fais que des allers-retours. En fait, tu traverses que les mêmes endroits dans le jeu et tu fais que des allers-retours, et moi ça me rend fou. Donc je sais pas comment tu fais, Cassandre, mais écoute, bah, j'y ai joué avec la sœur de ma copine qui est à fond sur ce jeu. Elle m'a fait essayer, puis j'ai eu envie d'arrêter très vite, hein, parce que c'est pas du tout ma cam. Si tu veux pleurer, Mais respect, en tout cas, tu joues à parce que Céleste. respect...
Oui, non, mais pareil, Céleste, Céleste, c'est c'est une le même horreur. délire, hein. C'est vraiment. Mais respect pour avoir la patience de faire ce genre de jeu, parce que moi, les Souls-like, tous les Die and Retry, je ne peux pas. Voilà. C'est gentil. Bah, c'est le genre de jeu en fait où pour moi tu testes soit ton skill soit ta patience. Moi je teste ma patience, pas mon skill. Ouais, c'est ça. Moi, c'est aucun des deux, parce que j'ai aucun des deux. Donc, c'est. Moi, je joue aux Sims, voilà. Ah oui. Jérémy, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps? Eh ben, je vais te parler des 2 derniers films que j'ai vus, qui sont des films de 2025, parce que j'essaie de rattraper un petit peu les trucs que j'ai pas vus au cinéma. Je sais pas si j'ai vu un film en 2025. Moi. Ben, moi, je regarde pas mal, Un mais film de fou. comme je peux pas forcément tout aller voir au cinéma, et ben du coup, je les regarde différemment plus tard. Et donc, j'ai regardé Évanoui, qui pour le coup est encore au cinéma. Mais, Il est bien, lui et qui est... Alors, oui, mais au début, j'ai commencé, je trouvais ça un peu basique, un peu cliché du film d'horreur, quoi. Il y a au début, tu fais, bon, c'est des trucs que tu as vu 10 000 fois, quoi. Mais ça a su me surprendre sur la fin, j'ai bien aimé. Même si ça part dans un truc un peu mystique, sans spoiler, mais bon, ça part un petit peu dans des trucs voilà, fantastiques et tout, ce que d'habitude Ouais. j'aime un peu moins, mais là, pour le coup, je me suis laissé avoir par le truc, surtout que je m'étais tapé juste avant les 3 Conjuring et les 3 Annabelle. Et après Annabelle, franchement, c'est bien. Donc ça va. Et hier soir, j'ai vu Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan. Ah ouais, il me donnait bien l'envie celui-là. Ouais, Juste j'ai- pour la. C'est qui? C'est Leila Bekti qui est dedans? Ouais, et Jonathan Cohen Ouais. aussi. Et Et j'ai sa bien, performance avait l'air pas mal. j'ai bien aimé. Les seuls trucs en fait qui m'ont dérangé, c'est visuel. C'est qu'à un moment, forcément, Leila Bekti et Jonathan Cohen, ils ont quasiment le même âge. Sauf qu'à un moment, il joue un jeune, il fait genre « Mais j'ai 27 ans, maman !» Et ça se voit qu'il en a 40. Et elle est censée en avoir 60 et ça se voit qu'elle en a pas 60, quoi. Et donc le maquillage est assez mal fait, je trouve. Ça se voit clairement qu'ils ont le même âge. Et même à un moment, tu as Sylvie Vartan, justement, qui est jeune. Et tu vois clairement que c'est du rajeuni, qu'elle a été rajeunie numériquement, quoi. Et c'est assez laid. Mais au-delà de ça, franchement, j'ai trouvé le film cool. J'ai passé un bon moment. Erwan. Ce que j'ai vu récemment, c'est surtout des séries. J'ai vu Alien, mais bon, il y a pas longtemps, j'ai vu Alien. Ah, Alien Earth. Qui est pas une série. Ah oui, oui, pas Alien Earth, pas la Oui, série. Ouais, c'est Ok. pas la série Alien, c'est juste du Alien, mais bon, Ok. je vais refaire Le premier Oui, le premier. Pour la voilà, on a- Pour la première Pour fois. la première fois, ouais. Ok, Ah. t'as aimé? Ouais, franchement, c'était grave cool. C'était. On est dans la spéciale Ridley Scott entre Gladiator 2, Alien, c'est pas mal. Évanoui, tout ça. Mais du coup, on sentait quand même que c'était. En fait, comment dire, c'était sympa de voir ça, mais c'était, si tu le voyais, je le voyais plus en mode musée, quoi. C'est parce Oui, qu'il y a bien beaucoup de sûr. choses qui font que c'est pas forcément un film en 2025 qui est où tu vois, enfin, t'as des grosses ficelles, mais en fait, c'est en recontextualisant que en fait, ce film il est très cool parce qu'il y a plein de trucs, tu fais, ouah. Même sur l'Alien. L'Alien, en fait, tout est bien fait. C'est ça qui aide que le film est cool en regardant en 2025. C'est que visuellement, je trouve qu'il a pas perdu en termes d'effets visuels. Mais c'est vrai que la narration, c'est une narration de il y a 30 ans, 40 ans, quoi. Même pour les films d'horreur ou de suspense. Et donc tu disais que t'as regardé pas mal de séries aussi? Ouais, alors, il y a 2 séries que j'aime beaucoup. Et alors, du coup, j'ai fini vraiment cet après-midi. C'est Chaos sur Netflix, qui parle de la mythologie, avec Jeff Goldblum. Ah oui, avec Jeff Goldblum, mais oui, ça m'a toujours donné envie. Ouais. Mauvaise nouvelle, c'est une série annulée. Il y aura jamais de Oui, je saison sais. Je sais, Ok. ça m'a Oh. fait très très mal parce que du coup, voilà, je vous le dis, si vous voulez être déçu et rester sur votre faim, vous pouvez voir cette série quand même, elle est quand même cool, mais c'est vraiment un démo d'un triple A qui ne sortira jamais, quoi. Mais c'est quand même une bonne série avec des effets visuels très intéressants et puis qui parle de la mythologie de manière intelligente. Et on voit déjà des acteurs incroyables parce qu'il n'y a pas que Jeff Goldblum, il y a 1001 acteurs, mais aussi parce que ça prend aussi des clichés et ça les tord un peu. Et ça, c'est vraiment sympa de voir pas forcément Hadès, le roi des enfers, en ultra méchant,
voir Zeus en mode grand-papa, souvent qu'on voit, ou alors c'est un mec qui a la tête sur les épaules. Et en fait, ça balaye un peu tout, et du coup, c'est vachement cool. Voilà. C'est Ok. peut-être à cause de la sortie de Odyssey de Nolan qui arrive, qu'ils ont supprimé la seconde saison, en disant ouais, vous nous avez volé les idées. Je sais pas, voilà, j'ai des théories de merde comme ça. On verra. Mais oui, en plus, dans ce truc, c'est pas un spoil parce que. Enfin, je veux dire, voilà. Mais dans cette série-là, les Troyens, alors ça se passe beaucoup en Crète, ben, c'est des réfugiés politiques. Et là, je trouve ça très très drôle. Enfin, du coup, à la chute de Troie, t'as le reste des Troyens qui sont allés se réfugier en Crète et tout. Et du coup, il y a vraiment un truc de ghetto troyen. Ça, je trouve. Les Troyens, l'idée, ça c'est fait super combien en cool. euros? Oh là là. Très bonne vanne, Jérémy. Elle est très bien. Bravo. Plus 1 point. Ah non, on n'est pas dans le quiz, pardon. Et après, t'avais une deuxième série aussi que tu disais. Ouais, c'est un peu plus foufou. Là, je suis full Netflix, donc je suis full dans le diable. Mais quoique, non, il y en a un peu sur YouTube. C'est Digital Circus. Je trouve que c'est une série d'animation bizarre qui parle de. En fait, c'est des gens qui sont prisonniers dans un monde digital. Et ils doivent faire des jeux et ils doivent s'amuser. Comme si c'était une espèce de show télé, mais en fait, on sait pas vraiment. Et t'as un grand démiurge qui gère un peu les shows, les trucs comme ça. Et c'est tout fou. Mais en même temps, c'est ultra référentiel geek, où il y a plein de trucs de comprendre en mode, sur les trucs de freeze, des trucs comme ça. C'est très mais finalement internet. C'est que pour les adultes ou est-ce que les enfants peuvent regarder ça? Non, c'est quand même pour les adultes. Ah ouais? Parce que même si c'est pas C'est visuellement. pas vulgaire, rien? Non, mais moi, c'est Si, plus la justement. vulgarité, la violence. Si, voilà, en fait c'est violent, c'est vulgaire, mais c'est pas trash, tu vois, genre ils se tirent Ouais. dessus, ils meurent pas. Hmm. Mais on voit des gens se tirer dessus, on voit des gens se jeter dans de l'huile bouillante, mais il n'y a pas de décollage de corps et tout ça, tu vois, c'est parce que ça reste quand même cartoon. Mais Ah. en fait, à la rigueur, tu pourrais montrer ça à un enfant de 10 ans et il se marrerait premier degré des vannes. Mais l'intérêt, Ouais. c'est de le voir adulte parce que il y a des vrais sujets sur la dépression, sur le deuil et des choses comme ça Ok. que les enfants ne Mais pourraient genre, pas capter. Parce que c'est quand même ouais, un peu regarder farfouille. ça avec mes enfants de 7 et 4 ans, c'est limite quoi. Ouais, c'est peut-être un peu limite. Ouais. Ok. Bah après, je t'invite à regarder parce qu'après, j'ai pas d'enfant. Donc, pourrais. Pour moi, j'imagine. Mais je t'invite à regarder après chacun. Parce que si ça se trouve, c'est tout à fait acceptable pour des 7 et 4 ans. Parce que j'ai pas vu Pas de Patrouille. Et que Pas de Patrouille, ça fume des clopes. Et voilà. Moi, je suis du genre aussi à avoir un peu un avis de old school sur ce côté-là, de me dire mes enfants, ils méritent mieux que ce qu'on leur montre à la télé aujourd'hui. Nous, on a regardait grandi avec des Saw, trucs nous. très bien, et nous sommes très sains. Ouais, voilà. Ouais. Mais Ouais. ouais, je pense que ça a plus été construit comme un délire pour adultes que vraiment pour les enfants. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, Et- c'est super cool. Il y a plein d'idées de mise en scène de trucs de machin où ça joue avec le digital justement et c'est super cool. Et c'est Mais très tu m'as drôle. donné envie, j'ai cherché un peu sur internet, c'est vrai que esthétiquement c'est très bizarre, mais il y a bien moyen que ça me plaise justement. Guillaume, Ah bah, c'est marrant que tu aies parlé de Digital Footprint, non c'est quoi? Digital Circus. Digital Circus, yes. Parce que bah, du coup, ta description, ça m'a fait penser à Alice in Borderland, qui est une série que j'ai regardée du coup, de 2 saisons. Alors il y a la 3e qui va arriver, et je crois pas que j'en avais parlé dans le podcast. Mais en tout cas, bah, c'est une série que j'ai regardée, donc les deux premières saisons, et bah, c'est plutôt cool. Ça commence très bien. J'avoue que bah, j'ai l'impression que comme d'habitude, il y a un très bon postulat, mais il y a plein de séries pour lesquelles c'est le cas. Ça démarre par un très bon postulat, donc les premiers épisodes ils sont très cool, t'as envie d'en savoir plus, et au fur et à mesure ça part vers un côté un peu genre mystique, et tu te dis, t'as l'impression qu'ils savent pas trop où aller, donc je vais attendre de voir la saison 3 parce que Sur la semaine bah, prochaine. voilà, donc, ça montre... Ah oui c'est vrai, ouais, le Ouais. 25 je le crois. 25. Donc bah, c'est vrai que ce sera facile à voir. Si ça a bien évolué ou pas, mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu été troublé par la fin de la saison 2, je l'ai pas trouvée excellente, donc voilà, je demande à voir, mais en tout cas c'était une assez bonne série. Tant que je suis dans les séries, on regarde Black Mirror aussi en ce moment avec ma copine, et c'est vraiment trop bien, je trouve. Alors, t'en es où? c'est un peu... Alors là, j'en suis à la saison 4 ou 5. Je me rappelle plus, bah là l'épisode que je viens de regarder c'est celui avec Shuri dans Black Panther là. Et c'est mon épisode préféré, clairement depuis le début. C'est Il se le passe musée quoi? c'est le musée un peu de l'horreur dans le désert.
Et il y a un mec il est très très bien celui-là. il y a un mec qui montre des objets, genre le médecin qui s'implantait un truc dans le cou pour ressentir la douleur de ses victimes. Ouais, c'est un peu l'épisode quand on avait plein d'idées, mais pas assez pour Voilà, faire un épisode de exactement. 50 minutes. Du coup, on a fait plein de. Exactement. Un peu conte de la crypte, quoi. Ouais. Et je trouve que ça marchait de fou. Alors, la fin, pareil, j'ai trouvé ça un peu moins intéressant, mais bon, je sentais le twist arriver, je me doutais qu'il y avait un truc un peu... Enfin, qu'il allait vraiment y avoir un gros twist, on va dire, à la fin de l'épisode. Donc, il est arrivé, j'ai trouvé ça, correct et tout. Mais franchement, non, c'était vraiment un très bon épisode et j'ai vraiment été très agréablement surpris par ça. Et moi, Donc, jusqu'à la dernière saison, il y a toujours au moins. Alors, il y a toujours 2-3 épisodes que j'aime moins et 2-3 épisodes que j'adore, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ouais, bah c'est ça. systématique, mais surtout qu'en plus, c'est une série qui a l'audace de se renouveler et de pas Mais oui, rester enfermé clairement. dans ce qu'ils font. Et il y a plein de gens qui disaient ah ouais, mais ça fait pas très Black Mirror parce qu'il n'y a pas vraiment d'écran. Ouais, mais c'est intelligent du coup. Les gars, il y Bien a des sûr. moments, ils partent dans le fantastique. Je sais pas si c'est dans cette saison ou la saison d'après. Je crois que c'est la saison d'après de celle dont tu parles. Ça part carrément dans le fantastique et tu fais ben ouais, pourquoi pas. Bien sûr. Renouvelez-vous. Moi, je suis Le pire, pour, c'est tu la vois. dernière saison où ça part vraiment en fantastique là, avec la meuf qui a Ah carrément bah des pouvoirs. Ouais, il veut pas en entendre parler. Surtout Black Juste, Mirror. voilà. Et t'as fini Sherlock du coup? Oui, j'ai fini Sherlock également et c'était alors je me rappelle même plus comment ça finit mais c'était bien Ouais, sympa. c'est nul parce qu'on apprend qu'il a une sœur et l'épisode est Ouais, la ça, claque c'était au un sol. peu- mais- Oui, c'était cet épisode. C'est Oui, ça, bon, super Ah, sœur. il était nul. Celui-là, ça il est j'avoue que nul. c'était à cet épisode j'ai eu des vibes Alors de que- Fast and Furious 9, tu sais, où on découvre qu'il a une sœur depuis le début. Mais sinon voilà, bon, c'est pas une série exceptionnelle, mais j'ai vraiment bien aimé puis surtout je trouve que Martin Freeman et Benedict Cumberbatch, c'est vraiment des très bons acteurs que j'aime Ça marche que j'aime bien et beaucoup. puis leur bromance marche très très bien, je trouve. Oui, J'avoue et que puis quand même c'est- le côté Sherlock qui se rend compte que lui-même c'est un peu un connard, tu sais. Ça j'aime bien, tu vois, il a des moments un peu de rédemption qui sont cool et tous ses proches qui sont ah waouh, il s'en rend compte, c'est bien. Puis Donc même ça, l'humour marche parfaitement, quoi. L'humour anglais, tu vois, par exemple, j'adore l'épisode ça, toujours. l'épisode 1 de la saison 3 quand Sherlock revient, mais il revient petit à petit et que Watson s'est laissé pousser une moustache et tout le monde lui dit la moustache par contre ça passe pas. Il dit mais je me rase pas pour Sherlock Holmes, tu devrais en faire un t-shirt. c'est très très drôle, quoi. Non bah ça fait toujours mouche. Et sinon en dehors de ça, j'ai regardé beaucoup de films du MCU, je me suis refait l'année dernière, j'ai refait Thor Ragnarok, Black Panther, Pourquoi tu fais ça? parce que je trouve qu'ils sont pas si mauvais que ça en vrai, Non, hein. mais Et c'est je me une suis blague, refait. Du coup, moi, Black Panther, c'est le Infinity prochain War. que je dois regarder parce que je les regarde dans l'ordre depuis le début, j'ai tout repris. Et du coup, j'ai toujours pas vu Black Panther, donc c'est le prochain que j'ai à voir. Et j'avoue, je suis Il pas est hyper assez bien. pressé, quoi. Il est pas exceptionnel, mais Ok. franchement, ça va, il est cool. Et il y a Martin Freeman d'ailleurs dedans aussi, Oui. donc Watson dans Ah, la série bah, Sherlock, Parce qu'il est partout. le Hobbit. J'aime Et- beaucoup cet acteur. Et puis sinon, ouais, je me suis relancé aussi dans les 4 Fantastiques, les deux premiers là de 2005 et 2007, je crois, Ah, ouais. que j'aime bien, c'est mes petits bébés d'enfance. J'ai revu X-Men Apocalypse, bon, qui était pas T'as exceptionnel. vu le dernier mais, ou pas? Voilà. Non, j'ai pas vu celui ni de 2015 ni de 2025, et j'ai pas forcément envie de les voir. Et hier, j'ai fait découvrir Yes Man aussi à ma meuf, et ça il est trop bien ce film, c'est vraiment un super feel good movie que j'aime beaucoup avec de très bonnes musiques, et puis ouais, juste c'est plaisant en fait de revoir ce genre de film, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Elle a Et sinon, ouais, elle a vraiment bien aimé. Et le dernier, c'était Conjuring 4 que je suis allé voir au cinéma et que j'ai trouvé. Voilà, en fait, le problème, c'est que c'est une pente descendante tout le film. Ça commence très bien et au fur et à mesure, en fait, ça perd un peu en saveur et à la fin, ça devient un peu film d'horreur random, quoi. Ce qui est dommage. Déjà, Et le quand gros je problème, vois je pense, du Conjuring film, 3, le problème du film, c'est il est mieux que Conjuring 3 quand même, mais bon, Ouais. c'est toujours pas la crème. Et ouais, le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de démons dans le film. Il n'y a pas de démons méchants ou vraiment emblématiques comme Annabelle ou la nonne en fait. Et ça, c'est vrai que du coup, La c'est un nonne, peu c'était dommage nul, dans hein. un film Conjuring. Enfin, c'est toujours un peu le gros truc dans chaque film qui va être l'entité, quoi. Enfin, c'est les deux premiers films qui avaient instauré ça, et là, malheureusement, La nonne, j'ai vu Pas le fou. film déjà et c'était nul. Vraiment, c'est... de quoi? La nonne, j'ai vu le film, c'était un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Ah, il est bien le premier film La Nonne. Ah non, je suis pas d'accord. C'était naze. Ah non, moi je l'ai trouvé vraiment bien. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Visuellement, il est super beau et ça marche trop bien. Il y a des plans iconiques de la nonne qui sont géniaux. Alors j'avoue que la fin,
C'est un peu dommage, parce qu'en fait, pendant tout le film, il y a ce côté mystique, un peu vraiment terrifiant, sombre et tout. Et c'est vrai qu'à la fin, bon, ça devient un peu limite un film d'action. Donc c'est pas si incroyable que ça, mais non, je trouve qu'il est vraiment bien, la nonne. Hein. Tout le monde lui a craché dessus, mais je suis pas d'accord. Hein. Moi, Et même le j'avais déjà 2, ce problème, en vrai, ça va, le côté, il est sympa. le côté film d'action, j'avais déjà problème avec le Conjuring 2. La fin part trop en action. Le moment où ils se battent contre la nonne, justement, dans la salle là, et il y a le mari, Warren, qui était coincé dans la cave ou je sais pas quoi. Et du coup, il doit s'en sortir pour aller sauver la femme, ou c'est contraire, c'est elle qui va le sauver à lui, parce qu'elle a la vision qui va mourir pendant tout le long. Et toute la scène de fin contre la nonne, là, je trouve la scène beaucoup trop CGI, beaucoup trop action, et j'étais déjà moins pris dedans, et c'est pour ça que je trouve le 2 moins bien, moins efficace que le 1. Pour moi, le 2, c'est un de mes films d'horreur préférés, un de mes films préférés tout court. Mais je pense qu'il est... Jusqu'à la fin. Mais vraiment, on va dire 90% du film, je l'aime beaucoup. Et après, Je suis d'accord qu'à la fin, ouais, il y a un peu... Moi, surtout, en fait, c'est pas que justement, c'est qu'il n'y a pas trop d'action. Et il y a une perte de rythme, je trouve, à ce moment-là. Mais le combat contre la nonne, non, moi, je trouve pas. Hein. Enfin, c'est juste lui qui essaye d'empêcher la fille de se jeter par la fenêtre. Il y a Lorraine qui arrive, et puis elle dit le nom de la nonne, et puis elle disparaît. Hein. Il n'y a pas de combat, genre, allez, on se bat. Je crois qu'il y a trop d'effets pour moi. Ah, peut-être, je sais pas. Un Conjuring 4 un peu décevant, mais mieux que le 3, donc c'est toujours ça voilà. C'était quand même un film d'horreur vraiment correct, quoi. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc VO contre VF. Est-ce que, avant de commencer, il y a un peu deux teams ici Allez, Erwan, toi t'es plus team VO ou VF? Moi je suis plus team VF. Jérémy? Je suis team VF, évidemment. Guillaume? VO. Ouais. Et Cassandre? Les deux. Ok, yes. Parfait. Et toi, moi, Mickaël? Je suis team VO. Donc nous sommes vraiment... Là, yes. il y a la Suisse, il y a deux parfait. VO, deux VF et la Suisse, donc c'est bien. C'est vraiment des super équipes. Donc la raison pour laquelle je voulais lancer ce sujet, j'utilise toujours la même anecdote quand j'en parle, et de pourquoi donc ceux ici présents l'ont sûrement déjà entendu, ils m'ont déjà entendu le dire. La raison du jour où je suis vraiment passé de la VO de la VF à la VO, et de manière constante, c'est quand j'ai regardé Menteur en VF. Parce que dans Menteur, ça commence, et il y a et donc faut être un peu bilingue bien sûr, mais j'ai fait le travail du jeu de mots dans ma tête. Et donc le truc c'est que il y a un moment où ils demandent aux enfants: et qu'est-ce qu'ils font vos papas comme métier? Et il y en a un, il fait: ah, le mien est pompier, ah, le mien est vétérinaire. Et il fait: et toi, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il fait: le mien il est menteur. Il fait: d'accord, mais c'est quoi menteur? Il fait: en gros, il est dans des cours d'assises et il essaie de défendre des gens, quoi. Il fait: ah, tu veux dire avocat? Et en fait, là, j'ai fait: mais oui, liar, lawyer, liar. Pour ouais, et un enfant, c'est normal qu'il puisse se tromper. Ah, not liar, lawyer. Enfin, ça marche en anglais. En français, ça marche pas du tout. Comment il a pu confondre? Enfin, c'est impossible de confondre. Du coup, c'est juste un jeu de mots traduit littéralement. Attends, tu vas le traduire et comment? raté du tout au tout. Eh bien, je sais pas, mais tu trouves une autre manière. Tu trouves même pas le truc du métier. Enfin, c'est ça aussi le travail d'adaptateur. Il est monteur, vidéo. Quand tu adaptes, tu changes complètement la vanne, malheureusement, si tu veux garder une vanne. Et si tu veux garder un jeu de mots. Là, le truc, c'est que c'est... Eh bien, justement, je me suis dit, en fait, si tu regardes pas en VO, tu rates le truc. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu cette sensation que je ratais tout si je le regardais pas en VO. Toi qui comprends l'anglais, tu as compris quand même le jeu de mots. Tu savais que c'était ça le jeu de mots. Parce que je comprends l'anglais. Voilà. C'est quand même c'est vachement plus simple quand les mecs qui sont pour la VO te donnent les arguments de dire... Genre, d'écouter de la VF, je veux dire, si tu connais pas l'anglais, bah du coup, t'es baisé dans les deux cas, quoi. Oui, c'est sûr. Mais non, mais voilà, tout ça pour dire que j'étais parti de là. Depuis, je regarde tout en VO. J'ai beaucoup de mal à regarder en VF. Il y a des choses, après, mais on en parlera plus tard. Petit twist que je préviens déjà le twist, donc spoiler de twist, mais que je regarde en VF et que j'ai toujours pas regardé en VO parce que j'ai pris l'habitude de le regarder en VF. Mais voilà, j'aimerais un peu savoir quel est votre avis de pourquoi vous préférez la version soit française, soit originale. Et je vais commencer par Erwan.
Eh bien, alors déjà, je commence à dire, pour nos écouteurs, qu'il n'y aura pas de, nos spectateurs, nos écouteurs, voilà, qu'il n'y aura pas de parti pris, même si celui qui monte cet épisode est pro VO, bien évidemment. Il n'y aura pas de. Sérieusement, moi, si je suis plus VF que VO, bah déjà, typiquement, on va partir sur le tir à l'arme de suite, donc on met des violons tristes, c'est parce que vous comprenez, je suis dyslexique et que si je lis des sous-titres, en vrai c'est très... Je peux le faire, je fais cet effort parce que voilà, j'ai 25 ans et que je suis pas trop con, mais même moi, je sais qu'il y a des films, par exemple des films qui m'arrivent de me dire « Ah, j'aimerais bien le voir en VO », surtout des films où il y a énormément de vannes, où je peux comprendre cet argument, même si je suis quand même plutôt team VF, il y a des films que je ne vois pas parce que je me dis bah là je suis fatigué donc je peux pas le regarder parce qu'en fait je vais me concentrer sur les sous-titres et je ne verrai pas le film. Donc moi personnellement c'est parce que aussi je sais pas parler anglais. je comprends l'anglais, je parle anglais, ouais, on va dire ça, mais je veux dire je suis pas fluente, hein, ouais je suis fluente, mais du coup je suis pas fluente en anglais et du coup en fait je perds plus que ce que je gagne parce qu'il y aurait eu un petit problème d'adaptation, de trucs, de machin, et du coup je vais plus perdre en écoutant dans la langue originale et que en me disant bah c'est adapté, je perds un peu mais j'ai tout parce que je suis pas en train de lire des sous-titres ou alors d'essayer de comprendre tout ça et aussi intellectuellement. Donc ça c'est le côté plus personnel, et au côté intellectuel je trouve que souvent quand on dit VO-VF c'est quand même souvent à la carte parce que on te dit ah ouais mais là c'est VO, tu comprends l'anglais nanana, mais par contre quand c'est du russe ou du danois bah tout de suite la VF c'est pas grave. Ça marche pas sur moi, c'est VO sur tout. Moi aussi, tout. vraiment sur tous les films, j'ai soit besoin. coréen, espagnol, surtout, danois. Et presque, j'ai envie de dire, presque plus sur des films pas américains. Ouais, là je suis Parce d'accord. que les films américains, encore, c'est plutôt bien doublé. Et les autres pays, on n'y arrive pas parce qu'ils jouent vraiment tellement différemment. Nous, en France, on joue à peu près, on est un pays occidental, les Danois aussi. Mais on joue vraiment, les Américains et les Français, on joue passablement un peu de la même manière. Et en tout cas, surtout de plus en plus. Mais le truc, c'est que ce qui fait que la VF sur les films américains, je trouve que ça passe mieux. Sur des films, mais alors si tu pars en Asie, c'est encore pire. On sait pas les doubler. Alors, on a du mal à doubler ça. Donc vaut mieux regarder en VO parce que vraiment, je trouve que sinon les VF elles sont catastrophiques, quoi. Justement, je voulais parler de ça parce que j'avais une théorie là-dessus. Moi, les films asiatiques et espagnols surtout, je les regarde surtout en VO ST parce que je trouve que les doublages sont horribles. Mais je pense pas tellement que ça vienne de la langue finalement. Ce que je pensais au début aussi, ou du jeu. Ça vient du jeu. Non, je pense que ça vient surtout du fait que on met pas autant de moyens dans le doublage pour des films autres qu'américains. Les films américains, on va payer les meilleurs qui font des doublages de fou. On va mettre beaucoup moins de moyens parce que j'ai vu les derniers Squid Game en VF. Franchement, c'est bien fait. Hein. Quand ils mettent les moyens, c'est très bien doublé. C'est juste que, même j'ai vu certains films espagnols où c'était bien doublé. C'est juste qu'en fait, la plupart des films qu'on voit espagnols, ils sont assez peu distribués et on met peu d'argent pour le doublage, quoi. Je pense que ça vient surtout de là, le problème. Au-delà du jeu. Et donc, Erwan, tu voulais reprendre ? Non, c'était dans l'idée, c'est que la VF c'est aussi plus simple pour comprendre et que y a quand même une tradition en France du doublage. Après, il n'y a pas que la France, je veux dire, il y a d'autres pays qui doublent. Et outre nous, en fait, c'est surtout pour la société en elle-même. C'est un peu compliqué, sachant qu'on est quand même assez nul en anglais, de mettre des trucs sous-titrés. Et puis même, on parle, et de manière générale, par exemple pour les enfants, faire du sous-titrage dans les films d'animation. Parce que même dans les grands pays où quand on nous sort les pays nordiques, le Danemark, la Suède, tout ça, parce que même dans ces pays-là, il y a du doublage pour les enfants. Alors qu'on nous dit, voyez, regardez ces pays, eux, ils parlent anglais parce que vous comprenez, ils écoutent Marvel en anglais, donc voilà. Mais même pour eux, les enfants, les films, en tout cas Disney et tout ça, est doublé dans toutes les langues. Donc, Guillaume, toi, pourquoi tu regardes tout en VO ?
pour plein de raisons. Bon, bah déjà, la plus logique, c'est parce que mes parents, quand j'étais petit, moi j'étais là, ah non, je regardais en VF, je regardais en VF, je regardais en VF, ils étaient là, non, non, non. Et au final, bah, ils avaient totalement raison, hein, parce que c'est... Je sais pas, bah déjà, je pense que... T'as une génération de parents quand même. Tes parents regardaient tout en VO. Ouais. Ah, c'est Pourquoi rare. Est-ce que on est d'accord, vous, votre génération, tous vos parents regardaient en VF, non? Bah oui. Ah oui, oui. Et Ah toi, non, Gaston Ma mère, Rosy c'est comme moi, ma mère c'est la Suisse. Elle peut regarder aussi bien Ah, en ok. VF qu'en VO. Non, bah c'est pour plein de raisons. Ouais, donc déjà, je pense que facile 50% de mes connaissances en anglais viennent de là-bas, parce que j'ai appris à parler anglais grâce au cinéma, grâce au film, et je trouve que ça a un impact énorme sur tout le film, même si on a de très bons doubleurs en France, je suis d'accord, je ne peux pas regarder un film aujourd'hui doublé en VF. Bon, parfois je peux me forcer, je me souviens quand j'étais petit que je regardais en streaming des films genre American Pie et tout. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre quand ils sont doublés, mais l'autre jour, on est allé au cinéma avec ma mère, là, voir La Nuit des Clowns, c'était horrible. Parce qu'en fait, elle a pas vérifié, on est allé voir en VF, et vraiment, bah, ça m'a gâché tout le film. Parce que quand t'es habitué, je sais pas, à voir les... Le doublage était pas mauvais, mais déjà, ce que t'entends ne correspond pas aux lèvres des acteurs. Pour moi, ça change complètement le jeu d'un acteur. C'est super important d'entendre la voix originale d'un acteur quand tu joues, alors que ce soit un Américain, je sais pas, un Espagnol, un Polonais, un Asiatique, j'en sais rien. À chaque fois, c'est important d'entendre, enfin pour moi, d'entendre, de voir le jeu, d'entendre la musicalité de la langue aussi, parce que c'est une partie du truc qui t'emmène dans le monde aussi, tu vois. Par exemple, je pense à The Raid récemment, qui est un film indonésien. Là-bas, c'est vrai que c'est une langue qui est quand même assez facilement reconnaissable, et c'est vrai que bah, pour moi, ça fait vraiment partie du film, en fait. Parce que bah, s'il parlait en français ou en anglais, j'en sais rien, je sais pas, ça créerait une incohérence et limite, ça me sortirait du film, en fait. Et alors bon, c'est un peu contradictoire, parce que parfois, on regarde des films, genre, j'en sais rien, genre Star Wars, tu vois, et puis ils parlent tous en anglais, alors qu'ils sont sur plein de planètes différentes. Mais bon, bah, ça, c'est des moyens plus... Enfin, ce que je veux dire, c'est que bah, c'est plus logique, tu vois. On va pas se mettre à parler différentes langues à chaque fois et à te mettre des sous-titres. Bon, même s'il y a certains films qui le font, hein, Tolkien, lui, c'est ce qu'il s'amusait à faire et tout. Mais de manière générale, pour moi, bah, un film français, tu le regardes en français, un film américain, tu le regardes en anglais. Et je trouve ouais, que ça a beaucoup d'importance. Aussi parce que bah, déjà, ouais, ça t'apprend à parler anglais, ça t'habitue aussi à entendre ça, et que ce soit dans d'autres langues aussi. J'ai regardé Rec, par exemple, je me souviens, quand j'ai découvert ce film, il était en VF, parce que je l'avais pas en DVD à l'époque, donc je le regardais en streaming dégueulasse sur Kakao Web, là, où tous ces sites un peu de l'époque. Et c'était bah, le doublage, ouais, enfin... Le problème, c'est que moi, ça me sort complètement du film, en fait. Parce que, enfin, j'ai un grand respect hein, pour les comédiens de doubleurs, hein, les comédiens de doublage, pardon. Parce que c'est un vrai travail de devoir te calquer, en fait, sur sur un acteur, avoir la même émotion, mais sans jouer la scène. Donc, vraiment, tout seul dans une cabine, réussir à sortir le truc. Enfin, c'est vraiment fort. Et puis, bah, on a des doubleurs exceptionnels en France. Hein. Je pense qu'on est peut-être le meilleur pays de doublage. Mais bon, bah, c'est vrai que, ouais, moi, ça colle pas, en fait. Quand tu vois des personnages s'énerver et puis parler en français, moi ça me sort complètement du truc. Et ouais, je trouve que c'est trop important dans un film d'entendre la voix des acteurs, que ça corresponde à ce que tu vois, que t'es pas genre tu vois la bouche bouger plein de fois et puis surtout, enfin, il y a plein de trucs. J'en sais rien. Bon, je prends un exemple de merde, mais par exemple, Good morning to you, sir. Voilà, en anglais, bah, en français ça donnerait bonjour monsieur, tu vois. Et bah, le problème, c'est que la phrase, elle va durer beaucoup plus longtemps. Donc, des fois, je sais pas, c'est con, hein, mais moi, le plus gros problème, je pense que c'est la synchro. Ils vont dire je vous souhaite le bonjour, monsieur, et puis ça va être plus long. Oui, voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quoi la synchro discours et lèvres, labial. je sais pas comment dire. Là, c'est labial, oui, ça. Voilà, ça me perturbe. Mais là où j'accepte la VF et où je regarde tous les films en VF, c'est les dessins animés. Par exemple, les dessins animés, tous les Disney, tout ça, je regarde en VF. Parce que là, pour le coup, on a des doubleurs exceptionnels, toujours. Et ce qui est trop bien, c'est que, vu que c'est pas des vrais acteurs, en fait, ça me dérange pas à ce compte-là, en fait. Parce que, même quand la bouche change, tu vois, quand je suis pas vraiment d'accord, c'est quand même des vrais comédiens. C'est juste qu'ils sont derrière et que tu vois pas leur visage. Mais l'intention de jeu du comédien, même si c'est seulement sa voix, elle y est. Oui, mais elle y est aussi en VF. Vu que c'est dans les deux cas, c'est des mecs derrière des cabines. Donc,
Oui, non, Mais mais son intention de jeu, elle y est quand même. Je veux Oui, dire, non, mais Oui, mais là, quand je disais c'est pas des comédiens, ce que je veux dire, c'est que dans les dessins animés, c'est pas des vrais acteurs, c'est pas des vrais comédiens qui sont dans le film. J'ai bien compris. Ce que je veux dire, c'est que Et ce je soit vois pas. seulement sa voix ou que ce soit son physique entier, ça reste le comédien. Et par exemple, tu prends, je sais pas, Ryan Gosling pour faire la voix de tel personnage, ben, si tu mets une VF, ben, tu entends pas le jeu de Ryan Gosling du coup, puisque tu as mis une VF. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, Ah je oui, m'en oui. Son fous jeu du particulier, de- tu vas l'entendre. Donc du coup, pour moi, c'est exactement pareil dans le dessin animé. Ah bah non, pour moi c'est pas pareil, tout simplement parce que si je me tape, je sais pas, Mike Myers par exemple dans un film, je vais vouloir l'entendre en version originale. Mais quand je regarde Shrek, je suis très heureux d'entendre Alain Chabat parce que je trouve qu'il fait une Ah meilleure oui, voix à moi aussi. Shrek. Et je trouve que Shrek tout simplement a des meilleures voix. Même l'âne avec Eddie Murphy, je trouve qu'il il s'en sort très bien. Et c'est la force que je trouve dans les dessins animés, c'est qu'il y a un côté pas très réel en fait dans les dessins animés et qu'il y a des voix très originales. Et c'est là où on est très très fort en France, c'est que tu regardes Matt Groening, le créateur des Simpsons, il a entendu la VF des Français, il a dit c'est limite s'il l'a pas préféré à la version originale américaine, tu vois. C'est comme South Et- Park, je suis désolé, mais la version VF, déjà ils sont 4 acteurs ou 5 à faire les voix, alors que la VO ils sont 2. Et c'est horrible, quoi. C'est des voix pitchées en mode chipmunk et tout. Et je suis désolé, les gens qui disent Je c'est me vachement mieux rappelle. South Park en VO, je suis pas d'accord du tout. South Park, c'est pas du tout pitché. Hein. C'est en VO que c'est pitché. Oui, oui, en C'est VO en c'est VF, pitché. Ouais, c'est Et ça. en, V- c'est en ce qu'il dit. VF, Oui. c'est Je me des souviens vrais pas de acteurs. South Park, Ils ont mais pris les plusieurs voix, acteurs, ouais, c'est trop bien. je alors crois. que dans la VO, c'est juste Trey Parker et Matt Stone. Ils doublent les deux personnages à eux deux, tous les personnages à eux deux, et ils pitchent Sauf leur les voix. filles. Mais... Voilà, sauf les femmes. Mais ils pitchent juste leur voix pour. Et c'est horrible, je suis désolé. Mais j'ai du pour de mal. vrai, alors je suis d'accord avec toi, je trouve que la VF de South Park est mieux, mais quand tu goûtes à la VO, je trouve que c'est tellement politique, tellement critique, tellement vulgaire et tellement plein de choses que je trouve que la VO, du coup, au niveau du discours, est beaucoup plus intéressante. Mais juste au niveau du discours. Je suis d'accord que Ben, les le voix discours, sont c'est mieux le en même, VF, c'est traduit, quoi. et le jeu d'acteur est mieux en VF, mais le discours est moins bien fait. Je trouve qu'il y a une aura et des jeux de mots et plein de Je choses trouve que qui passent l'adaptation beaucoup mieux en anglais. de William Corrin, si je ne me trompe pas, est vraiment excellente. Nous allons passer à Cassandre, puisque c'est la Suisse. Alors déjà, dès que je regarde un film ou un dessin animé, qu'importe, avec quelqu'un, déjà j'aime bien pouvoir être adaptative. J'aime bien le fait que si je suis avec des gens qui kiffent la VO, on regarde la VO, ça me pose pas de problème. Et si je suis avec des gens qui kiffent la VF, on regarde la VF, ça me pose pas de problème. Donc ça, c'est déjà un truc que j'aime bien. Et ensuite, parce que la VO, c'est vrai que pour y avoir goûté, je me suis rendu compte que tu t'y accroches vite et que t'as plus de mal à passer à la VF. Après, en fait, sur une même œuvre en tout cas. Alors que l'inverse, c'est plus facile. Je trouve que quand t'as commencé à la VF, repasser à la VO est plus simple dans la majorité des cas. Après, je dis pas que c'est systématique, hein, ça m'arrivait de passer à des VO et d'être en mode genre, oula, là j'ai vraiment trop l'habitude de la VF, ça me fait bizarre. Mais disons que la transition passe mieux dans ce sens-là. Mais en fait, j'aime bien regarder selon mon humeur, en fait. Déjà, s'il y a des doubleurs que j'aime bien, des fois ça va me convaincre de plus regarder en VF. Ensuite, des fois je fais autre chose en même temps. Et je sais pas, j'aime bien sculpter ou faire des trucs comme ça, des activités un peu manuelles où mon esprit s'emmerde. J'ai besoin de... Mes mains, elles sont très bien à faire les trucs toutes seules, mais du coup mon esprit s'ennuie. Il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et du coup, mettre un petit film à côté où c'est surtout du blabla. Il n'y a pas trop de films d'action parce que là, très mauvaise idée, faut pas le faire. Mais où c'est surtout du blabla et du coup, écouter les dialogues, tout ça, et c'est à travers les voix que passe beaucoup l'émotion, que passe beaucoup tout ça. Et puis je jette un œil aussi, hein, je suis pas non plus non-stop sur ce que je fais. Et des fois, à la fin, je suis contente, j'ai passé un bon moment, je me suis regardé un film sympa, et en VO, c'est pas possible, je suis nulle en anglais, je pige rien. Donc je peux pas faire ça avec la VO. Donc, alors que la VO, c'est plus, je sais pas, pour une expérience un peu plus immersive. C'est quand j'ai envie je sais pas, d'atteindre vraiment un niveau de connexion avec le film, on va dire, supérieur. Un moment où j'ai vraiment envie de débrancher tout le reste et de rentrer dedans puissance 1000. Là, je vais peut-être préférer une expérience VO. Parce qu'effectivement, je trouve que ça me connecte davantage, ça me rentre davantage dedans. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre du moment, de ceux qui sont avec moi, tout ça. Et je trouve qu'il y a des qualités vraiment aux deux. Et ça dépend vraiment de l'œuvre, en fait. Hein. Il y a des œuvres, je les ai écoutées en plusieurs versions. Et alors, j'avoue, ça dépend beaucoup par laquelle j'ai commencé.
Il y a vraiment un attachement pour la découverte. Quand j'ai découvert une œuvre en VF ou que je l'ai découvert en VO, il va toujours me manquer des choses ou faire un comparatif. Je vais toujours faire un comparatif par la suite dans mon deuxième visionnage qui va des fois être un peu vénère avec la première expérience, surtout si la première expérience s'est très bien passée. Mais voilà, dans l'ensemble, j'aime bien, moi, pouvoir alterner, comme je disais, ne serait-ce que pour le côté social et aussi pour le côté multi-activité que j'aime bien faire de temps en temps. Ok. Jérémy. En vrai, je suis totalement d'accord avec Cassandre, même si je suis plus là pour défendre la VF, mais c'est vrai que je regarde quand même beaucoup de films en VO aussi. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est plus les films de genre, les trucs comme ça, genre les films d'Ari Aster, les trucs, ce genre de films où je vais vraiment les regarder en VO. Parce que là, vraiment, il y a une ambiance, il y a un truc où la VF, ça peut me sortir. Ouais, pour le coup, c'est des trucs que je préfère en VO. Comme je disais, je regarde tous les films asiatiques, coréens, japonais que je vais voir. Je les regarde en VO. Parce que je vais dans un cinéma d'art et d'essai aussi souvent. Et ils passent les films en VO. Donc forcément, je les regarde en VO. Eh bien, moi, pour ma part, alors oui, c'est vrai que je suis plus team VO, c'est même plus que plus, je suis à fond team VO, même s'il y a des films que je regarde encore en VF, évidemment. Mais aussi, alors ce n'est pas qu'une question de jeu, alors je suis entièrement d'accord avec tous les arguments de Guillaume, donc je ne vais pas les répéter, c'est exactement tous les arguments que je voulais lancer, donc je vais partir un petit peu plus loin maintenant. Il y a aussi une question de difficulté d'adaptation pour certains films, alors là c'est un peu abusé, je ne peux pas dire que c'est pour tous les films, c'est quelques films très précis, où ça va être compliqué, c'est par exemple les films avec des jeux de langue, je sais que c'est très connu, par exemple c'est pour le début de Inglourious Basterds, où tout est basé sur l'incompréhension des langues, sur on se demande ceux qui sont en dessous de la cave du gars, qu'est-ce qu'ils parlent comme langue, et le fait de changer de langue, et bien ça influence tout ce qui va se passer, etc. Et t'as envie de dire, mais quand tu changes la langue, alors que le but du film c'est de jouer sur ces trucs de langue, et de est-ce qu'ils comprennent le français, est-ce qu'ils comprennent l'anglais, etc., et bien ça gâche tout. Ça gâche tout parce que tout est important en VO à ce moment-là. Et ça, il y a quelques trucs comme ça. Alors, je pense à des épisodes de Friends où on a traduit, où Joey apprend le français et en fait, on le fait parler en espagnol. Pourquoi pas ? Ça marche. On va se dire, pourquoi pas ? Il dit blabli pour parler en espagnol. Enfin, nous, on n'y voit que du feu. Moi, quand j'étais jeune, quand je voyais cet épisode, j'y voyais que du feu. Après, t'as la satisfaction quand tu les entends en anglais, de les entendre parler français et tout, c'est toujours sympa. Là, c'est plus pour le côté fun qu'autre chose. Mais après, je me dis, imaginons, ils avaient fait un épisode, ils vont en France. Et il dit, mais tu te rappelles que tu avais appris à parler français dans un épisode ? Exactement. Ah oui ? Quel épisode tu as appris à parler français ? Ben non, parce que tu as appris à parler espagnol en fait. Il y a des moments où ils se foutent dans la merde à cause des traductions. C'est l'effet Olivier Tom. Ils savent plus où se mettre. Et c'est l'effet oui, exactement. Olivier Tom. Exactement, c'est ce que dit le JDG. JDG, exactement, ouais. C'est pas un truc sur une série avec des chanteurs là et il y a un concert qui disent non, c'est pas ça. Merci Paris pendant tout le long, et un jour où ils vont réellement jouer à Paris, ils disent on a complètement oublié en fait on joue non, je crois que le truc c'est que en fait ils disent que les poussins là qui jouent au Japon, en fait ils disent que la série se passe en France, que tout se passe en France, sauf qu'un jour la mère d'un des héros elle part vraiment en France. Et là, du coup, ils shiftent complètement. Ils disent non, tout le début de la série se passait au Japon, et là, ils partent en France. Donc vraiment, enfin. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on essaie de respecter au mieux. C'est très connu, par exemple, qu'en France, par exemple, sur Disney, les Français, on va être plus sur de l'adaptation pour que ça sonne bien à l'oreille. Là où les Québécois vont être plus sur du littéral, mais du coup, ça sonne pas bien à l'oreille et c'est un peu plus moche. Horrible. Genre les trucs de Disney et tout, essentiellement. Les chansons, etc. Et tu as envie de dire, est-ce que c'est bien de bien traduire littéralement et de garder tout ce qui est vraiment dit en VO, et du coup c'est moins juste à l'oreille tout simplement, ça sonne moins bien, alors que en VF tu vas un peu prendre des chemins de traverse, tu vas pas dire exactement ce qui est dit, mais au moins il y a une logique, on garde une vanne, c'est-à-dire que plutôt que de traduire littéralement une blague, tu fais une autre blague, mais au moins ça passe, tu vois, ce genre de choses. Toutes les comédies, tu peux pas traduire littéralement des jeux de mots, c'est impossible. Donc du coup, tu es obligé de faire un autre jeu de mots, mais en français. Là, pour le coup, il y a un truc sur lequel je voulais revenir par rapport à ce que tu disais au début, par rapport à Menteur, et ça marche pour à chaque fois qu'il y a une vanne dans un film ou quoi. De toute façon, toi, tu l'as compris, la vanne, parce que tu parles un peu anglais, et tu sais que l'ailleurs, voilà. Mais quelqu'un qui regarde la VOST parce qu'il parle pas du tout anglais, et du coup, il lit les sous-titres,
les sous-titres, ils Ça mettent quand s'entend. même comme la VO. C'est la même Oui, chose. mais ça s'entend. Mais alors, en fait, la blague, Ça elle est s'entend. traduite Au aussi moins, tu dans l'entends, les sous-titres. t'entends. Not Donc, il va pas mieux liar, comprendre lawyer, la vanne. ça s'entend. Mais ça On est tous s'entend. frisés, là. après, Quand tu écoutes. tous les arguments, enfin, c'est recevable ce que tu dis, mais en fait, là, tout ce que tu nous pointes du doigt, c'est pas des problèmes de VO, c'est des problèmes d'adaptateurs. Je veux dire, si on a de bons adaptateurs, eh ben, on n'a pas ces problèmes. Par exemple, la VO de Roger Rabbit. La VF de Roger Rabbit, elle est exceptionnelle, mais elle est très très bien parce qu'il y a de très bons adaptateurs. Et du coup, j'en profite parce que tu vois, le truc qui t'a fait sortir de la VOVF avec Lawyer, ben moi, je suis tombé. Ben alors, c'est vraiment au pif. Il y a, pour ceux qui connaissent Parlons VF, qui a sorti une vidéo, mais vraiment aujourd'hui, sur une adaptation de VOVF de Roger Rabbit. Et à un moment, il parle de la scène on rase gratis demain. Je l'ai regardé tout à Et l'heure. on rase gratis demain. Et en fait, c'est Oui, une vanne je connais, ouais. de Daron. J'ai jamais compris. Ouais. Mais en fait, Quand j'étais petit, j'ai jamais compris en cette fait, vanne, mais ça, après, j'ai. T'as vu la vidéo? Non, j'ai pas vu la vidéo, mais c'est assez connu. Ouais, voilà. Mais et du coup, le truc de là, le truc en anglais, shave and haircut 2 bits, c'est un truc typiquement anglo-américain et que même si tu parles bien anglais, je veux dire, on n'a pas la même. Enfin, je veux dire, on n'a pas la même. On n'a pas le même pays, on n'a pas la même culture. Et il y a des trucs qui sont imbitables pour des Français. Et ça, je suis désolé, c'est imbitable pour un Français. Et il y a plein de trucs qui sont imbitables pour des Français parce que. Et alors, c'est de se dire que pour respecter, même je veux dire, pour respecter le comédien ou la sonorité, ça veut dire que tu te dis, bah, je vais me couper tout un truc qui est que pour ce film, il est fait pour les Américains, parce qu'il n'est pas fait pour les autres. Et du coup, tu te coupes d'une partie du film pour respecter le film. Mais du coup tu perds une partie du film. Et moi, je trouve ça un peu dommage, alors que la VF, c'est là pour t'adapter, tu vois, c'est pour adapter au pays, au pays. Et du coup, tu récupères la substantifique moelle, voilà, utilisons des bien de sculpture, du film. Et peut-être tu perds un peu sur la forme, mais tu gagnes plus sur le fond. Alors, est-ce que quelqu'un veut, avant qu'on passe sur un peu nos doubleurs favoris, etc., est-ce que quelqu'un veut dire autre chose? Est-ce que Cassandre, t'as autre chose à dire sur la VO, la VF, avec tout ce qu'on est en train de dire? Ouais. Je pense que déjà, une des choses qui est un peu dommage, je trouve, déjà, bon, avec le côté très chacun à son camp et qui a tendance à un peu en bouger, c'est que, bon, déjà, moi, vu que je suis au milieu, des fois, j'ai été avec des groupes où chacun a son extrême et du coup, quand tu vas aller voir un film au ciné, c'est chaud. Parce que t'en as une moitié qui veulent absolument que ça soit en VO, une moitié qui veut absolument que ça soit en VF, parce que sinon ils disent ils regarderont pas, ils verront pas les images, ils seront pas dedans et tout. Et à l'inverse pour la VO, pour les arguments que vous avez déjà cités, c'est-à-dire ouais mais la synchro labiale ça va les freeze, ils vont pas être dedans, etc. Et du coup bah déjà ça c'est chiant, qu'au final qu'il y en ait Je confirme, moi je confirme être un gros relou. Voilà, les camps bien marqués comme ça tend à être chiant quand t'as des groupes divers et variés. Et puis surtout, le truc que je voulais un petit peu développer aussi, c'est que en sociologie, c'est un peu considéré comme un marqueur assez élitiste qui évoque vraiment le pôle culturel, qui évoque vraiment... c'est même un marqueur de cinéphile presque, hein, ça a vraiment ce côté un peu... si je suis team VO, tu coches mieux la case du bon cinéphile que si t'es team VF en vrai. Il y a beaucoup plus de cinéphiles justement qui vont être du côté de la VO. Et du coup, moi... Guillaume et moi, nous sommes de meilleurs cinéphiles que vous, c'est tout. Bah bien sûr, bien sûr. Franchement, d'ailleurs, je vous ai parlé de ce film polonais là, vraiment sympa. Non, mais premier degré, vous cochez davantage de cases que nous, ouais, je pense. Dans le. Il n'y a pas de case à être cinéphile, hein, il n'y a pas de case cinéphile ou quoi, non, cinéphile c'est juste un truc que tu ressens, il n'y a pas de conditions à cocher ou quoi. Hein. Mais je parle d'un cliché en fait, je parle du cliché du bon cinéphile, vous cochez davantage de cases du cliché du bon cinéphile. Et voilà, on est des merdes, c'est ça, on est des connards prétentieux, c'est ça que t'es en train de dire. Montrez-nous vos posters de Pulp Fiction là. Oh là là, putain. Ah d'ailleurs, ouais. Franchement, vas-y Cassandre.
Guillaume, t'as sorti une chaîne qui parle de la recontextualisation des films par rapport à leur date de sortie. Si toi tu coches pas les bonnes cases, ce serait chelou. Donc c'est quand même une spécialité assez marquée. Donc c'est pas le tout à chacun qui peut te sortir quelle année, tel film. Et pareil pour toi, Michael, d'avoir autant de connaissances sur tous les films d'un réalisateur, tous les films d'un... Enfin voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que vous êtes quand même bien dans la cinéphilie, vous avez des connaissances techniques aussi. Et le côté technique... C'est vrai que je suis fan de Fast c'est... and Furious. Oui, bon, ça... Non, mais je te charrie, t'inquiète. Ça sort peut-être un peu du... Mais bon, après, quand je dis cliché, c'est pas méchamment. J'espère non, mais que t'inquiète, je te charrie, bien sûr. Voilà, on a beaucoup de second degré, t'inquiète pas. Nickel. Mais disons que, en fait, moi, j'ai entendu pas mal de fois où il y a des gens qui vont mettre en avant la VO et ça peut donner un côté très intimidant pour ceux qui sont dans la VF, parce que ça donne un côté inculture, en fait, à ceux qui sont dans la VF. Ouais. Et c'est vrai que ça peut vraiment causer une forme de discrimination et même voire un complexe d'infériorité pour certaines personnes si elles se retrouvent en minorité dans ce cas-là. Donc, comme je dis, moi j'ai souvent des groupes où les deux sont opposés, donc tout le monde est très bien dans sa légitimité. Hein. La VF et la VO, ça se bataille de façon parfaitement égale parce que c'est assez équilibré là-dessus. Mais pour avoir été déjà avec un groupe VO, quand t'en as un seul qui débarque et qui est en mode moi en fait je préfère la VF. Il y en a justement ceux qui sont bien ancrés, et ça peut être pour la vanne, ça peut être tout ça, mais quand il y en a, et je sais qu'ils le font pour la vanne, mais qu'il y a un petit fond de vérité justement dans ce côté, ah non mais la VO, mais c'est la vie la VO, attends tu loupes tellement de choses, mais ouais ça a un petit côté en mode genre, le prolo quoi. Ouais non mais je vois ce que tu veux dire, et pour moi c'est même pas pour la vanne, je suis premier degré si je dis ça. Vraiment à dire, mais clairement c'est la vie, la VO. Je sais que ça peut avoir l'air pédant, mais c'est pas ma faute si vous me pensez pédant, parce que je dis clairement ce que je pense. Je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Moi, je pense que tu as totalement raison, Cassandre, là-dessus. Mais je pense que voilà, c'est pas le problème de ceux qui disent la VO c'est la vie, c'est plus le problème des gens, enfin les complexes de supériorité. Ils se sentent inférieurs comparé à ça. Voilà, c'est ça, les complexes de supériorité ça n'existe pas, il n'existe que des complexes d'infériorité, parce que s'il y a un mec qui se sent supérieur et que c'est la réalité, je sais pas, genre Kylian Mbappé qui me dit en fait je te mets la misère au foot parce que je suis un monstre, je vais pas faire non c'est pas vrai, regarde tes statistiques, non oui il me met la misère, donc soit, alors oui, ça peut être prétentieux, mais il a raison, soit, s'il a tort, ouais, mais... si c'est, je sais pas, un c'est random... C'est pas pareil, là. Vous avez compris, les pauvres, c'est votre faute. Tu prends... Mais non, allez travailler. Tu prends un fait, Guillaume. Là, on parle pas d'un fait, on parle d'un goût. Non, mais c'est un goût, la VF et la non, mais VO, ce que je veux dire, c'est une démonstration par l'absurde. Ce que je veux dire, c'est que, il y a pas vraiment de... Si tu veux, quelqu'un qui te dit, je suis... je sais pas comment dire, ça existe pas de se dire je suis supérieur à toi, parce que moi en fait je regarde les films en VO et toi tu les regardes en VF, donc t'es une merde. Parce que c'est ridicule. Et il y en a peut-être. Franchement, il y en a peut-être. Mais oui, non, mais ce que je veux dire c'est que dans ce cas-là, moi quelqu'un qui se comporte comme ça, je m'en fous en fait. Et je dis juste, écoute, oui, moi je préfère la VF, voilà, c'est pas... Dans ce genre de situation, en fait, je sais pas, le nombre de personnes qui m'ont chié dessus, parce que je disais, ah ouais, j'adore Schwarzenegger quand j'étais en fac de cinéma et art de l'audiovisuel, et je me faisais démonter. Moi j'étais haï dans certains cours parce que j'étais là, moi je suis pas d'accord avec ces conneries woke et tout. Je me faisais démonter la gueule, mais c'est pas pour autant que voilà, non mais c'est ça, non, le cinéma le viriliste, je sais pas trop quoi, j'étais là, mais ouais, c'est trop bien. Et ce que je veux dire, c'est que je comprends, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais ouais, je pense que c'est aussi une façon de voir les choses et au bout d'un moment de te dire, écoute, voilà, mon plaisir, moi, ça passe par regarder des films en VF. J'en ai rien à foutre s'il y a un connard prétentieux qui vient me dire que, en fait, je suis une merde parce que je regarde pas les films en VO. Voilà, après, je sais pas si on part dans un truc trop philosophique ou thérapie ou j'en sais rien. Alors, du coup, la question, c'est si Kylian Mbappé regardait ses films en VF, comment ça se passe ? Voilà, exactement. Disons qu'individuellement, t'as totalement raison. Là, ce que je pointais juste, c'est que c'est plus facile en fait d'avancer ce type de discours quand on est ceux qui font partie quand on est dans la case de ceux qui cochent la bonne case justement. Ah là, bien sûr, c'est toujours comme ça. Voilà, en fait, ce que je soulignais juste, c'est que la légitimité, elle est du côté de la VO. C'était juste ça que je voulais souligner, c'est que la légitimité culturelle, la légitimité intellectuelle, elle est du côté de la VO. Et du coup, les deux n'ont pas en fait un rapport égal à cette légitimité. Et c'était juste ce point-là, parce que moi je dis, j'aime les deux.
Donc moi aussi je peux me la jouer un peu condescendante et être en mode genre quoi? Non mais la VF moi je la regarde pour passer le temps, sinon c'est la VO, la base. Donc moi aussi je peux jouer à ce jeu. Donc je peux rentrer dans la bonne case et je comprends tout l'attrait qu'il y a à regarder la VO. C'est pour ça que je dis ça, je dis absolument pas ça pour diaboliser ceux qui regardent la VO. J'ai un attrait certain pour la VO. Je m'éclate à regarder des films en VO, des fois justement ça m'a appris à regarder, à faire plus attention justement à la synchro labiale. Il y a des fois des comparatifs de scènes où elles ont rien à voir. En VO, elles ont une intensité qui est folle et que la VF peine effectivement à reproduire. Les différences culturelles, comme on l'a dit avec certains vieux films japonais notamment, dont les doublages ont un côté humoristique, on va pas le cacher, ça fait presque leur charme de leur rajouter un côté kitsch absolu, absolu avec la VF, qu'effectivement ils ont pas du tout, ça donne presque deux lectures du film. Il y a la version premier degré avec la VO et la version kitschouille à la française avec la VF. Et au final, c'est plutôt intéressant aussi à ce niveau-là. Mais en fait, je voulais juste, comme je disais, souligner cet aspect-là. Cet aspect du fait que les deux n'ont pas la même perception, en fait, sur laquelle rentre dans le mieux par rapport justement à ce qu'elle souligne sur l'intellect, sur la validation élitiste qu'elle sous-entend, et l'autre qui va justement, dans d'autres cas, être plutôt considéré, et particulièrement dans les milieux cinéphiles, comme étant presque une sous-qualification. C'est ça le problème, c'est qu'il faut réussir à trouver en fait, une sorte de juste milieu entre ceux qui en ont rien à foutre du cinéma et qui se disent juste « Oh, vas-y, trop bien, il y a Captain Marvel, il est sorti, viens, on va regarder ça, et film à gros budget, lol ». Voilà. Et puis ceux qui sont là « Ah non mais oui, non mais Werner Herzog avait tout compris ». Bon, les infrabasses sont clairement sous-mixées, mais ça fait partie du charme du cinéma slovaque de ces années-là, tu vois. Il y a toujours cette espèce de juste milieu, en fait. Et c'est là où je suis content aussi, c'est que je trouve que dans ce groupe Cinésphère, il n'y a pas, de primates et il n'y a pas de gros prétentieux non plus, tu vois. Je fais un énorme effort, je te promets. Okay. Mais je sais, mais ça prouve que tu es quelqu'un de bien. C'est que la VF vaincra et que la VO est l'ennemi de la révolution et du prolétariat. Allez, reconquête, vite, reconquête de la VF. La VF est l'opium du peuple. Je remarque aussi, il y a un truc en VF, quelque chose qui donne du cachet, souvent dans le mauvais doublage, mais réellement le mauvais doublage. Donc ce que disait Jérémy, c'est très intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, que tu as dit que ta théorie, c'est aussi une question que quand tu n'as pas les moyens de payer de bons doubleurs, forcément les doublages sont moins bons parce que tu as de moins bons comédiens qui jouent moins bien ou depuis pas longtemps, etc. Ils sont pas très bons, donc forcément ça s'entend assez vite. Mais il y a un truc, une sorte de film qui passe parfaitement avec les mauvais doublages, ce sont bien sûr les nanars. Ouais. Généralement, les nanars, on aime bien les regarder en VF parce que ça rajoute du kitsch au kitsch, quoi. Ça rajoute du kitsch au kitsch. Et il y a des moments même, je me suis même déjà dit, c'était en regardant les vidéos de Karim Debache, il les met tout en VF à chaque fois. Ça m'a même toujours fait bizarre parce qu'il a toujours dit qu'il regardait tout en VO, mais pour ses émissions, il les met en VF pour que ce soit plus accessible. Accessible, oui, merci. Et le truc, c'est que parfois, il fait des vannes par rapport à ce qui est dit en VF. Et t'as envie de dire, mais j'ai l'impression que tu critiques le film pour ce qui est dit en VF, mais peut-être qu'en VO, ça passe beaucoup mieux, en fait. Et tu sais, pour certains mots choisis ou quoi que ce soit, t'as envie de dire, mais peut-être qu'en VO, c'est pas ça qui est dit exactement. Donc, t'es en train de critiquer un film pour ce qu'il dit comme mot, ou parce que c'est drôle ou quoi que ce soit, ou la façon de dire est drôle, mais en même temps c'est peut-être pas ça qui est dit à la base et que c'était juste un petit peu mal traduit ou mal doublé, tu vois. Et du coup c'est vrai que moi j'ai un truc aussi de cette sensation que parfois tout simplement la VF peut rendre nanardesque quelque chose qui pourrait être beaucoup moins nanardesque, voilà. Ou amplifier le côté nanardesque aussi. Mais ça c'est sûr. Amplifier ou améliorer un film nul en le faisant passer d'un navet à nanar. Même avec des excellents comédiens, un mauvais film restera mauvais et tu peux pas bien doubler un mauvais acteur. Donc dans tous les cas, ils font leur maximum. C'est plus dans l'autre sens que je voyais. C'est-à-dire un film qui aurait pu être pas trop mal, mais qui à cause du doublage, ça va être. J'ai rarement vu un très bon film mal doublé, quoi. Je sais pas, tu vois des classiques du cinéma. Tu te dis pas, ah, putain, la VF, elle m'a vraiment sorti du truc et tout. Enfin, c'est rare, quoi. Oui, c'est vrai. Surtout quand on a la voix... je sais pas, regarde la voix de Tom Hanks. Moi, j'ai l'habitude de l'entendre en VF.
Et pour moi, c'est sa voix, quoi. Il y a pas de... Je l'entends depuis que je suis petit avec cette voix. C'est sa voix. Je me pose même plus la question de... Par contre, quand ça change de doubleur, là, j'ai du mal. J'ai regardé, mais justement, j'avais regardé, je sais plus, un film avec Brad Pitt, je crois. Ou non, peut-être Tom Cruise. Je sais pas, je confonds les deux. Mais c'était doublé par Jean-Philippe Pumartin. Par Jean-Philippe Pumartin, Ok. c'était peut-être Tom Cruise. Je ne sais plus. Mais je trouve que cette voix ne lui va pas du tout. Parce que c'est la voix de Tom Hanks, justement. Et je trouve que c'est... C'est bien Tom Cruise, du coup. Oui, voilà. Et, Il fait et tous les de tomes du l'entendre avec- cinéma américain, en fait. C'est ça. Il y a Tom Hiddleston, Tom Hardy, Tom Holland, Tom Hanks. Mais de Tom Hiddleston, l'entendre- ils y passent tous. C'est bon, on va faire toutes les... Et je trouve que voilà, que quand le doubleur change, là, pour le coup, ça me sort un peu du truc. Et des fois, je préfère repasser à la VO. Limite, je me dis, je préfère la vraie voix de l'acteur que d'entendre cette voix dont j'ai pas l'habitude. Par exemple, là, Eddie Murphy a changé de voix, vu que Matt Dando est décédé. Donc là, ça me fait un peu plus chier de regarder les films avec Eddie Murphy en Normalement, VF. ça fait à peu près 15 ans ou 20 ans que ça doit faire chier de regarder des films avec Eddie Murphy, mais pour Eddie Murphy et ce qu'il choisit comme film. Oui, après, les films sont pas... Ah, tu te trompes, Oui. il y a le chef-d'œuvre, le flic de Beverly Hills 4, quand même, qui mérite d'être... que je n'ai toujours pas fini, d'ailleurs, j'en ai pensé. Tu soulignes quelque chose d'intéressant là aussi, Jérémy. C'est vrai, le changement de doublage et quelques comédiens qui ont le droit à plusieurs doubleurs. Tu parles de Madondo, mais de suite on peut penser à Morgan Freeman, qui a Benoît Alman et Madondo. Et en fonction des films qui sont faits, si c'est plus orienté comédie ou si c'est plus orienté drame, on va choisir plus Madondo ou plus Benoît Alman. Pour moi, c'était Madondo, Et- Morgan Freeman, parce que j'ai Alors que regardé... moi c'est Benoît Alman. Et ouais, et j'entendais tout le monde dire c'est la voix de Morgan Freeman, Benoît Alman et tout. J'étais là, mais pas du tout, c'est Madondo. Parce que moi, j'ai grandi avec Bruce Tout-Puissant. Et du coup, pour moi, c'était Madondo, quoi. Et moi, j'avais l'habitude. Maintenant, j'ai vu beaucoup de films où c'est doublé par Morgan Freeman. Et ok, mais en Non, fait, comme j'avais que ça C'est comme doublé par référence... Benoît Alman. Benoît Alman. Oui. Il s'auto-double pas, le gars. Il s'auto-double. C'est Il est Phil trop fort. Collins. Non, voilà. Mais vu que j'avais que ce Mais film de ça, référence, bah, pour moi, c'était Madondo. Mais je me souviens, c'est une petite digression par rapport à Benoît Alman, mais avec Jérémy, on avait été au Toulouse Game Show et on avait vu donc des conférences de comédiens de doublage. Et il y a un moment, il y avait Benoît Alman, donc cette Attends, célèbre mais c'était en voix de quelle Morgan année Freeman, très, très grave. Je sais plus, On 2014. l'a vu je deux, sais trois pas. fois. Mais hein, c'est là où ouais. JDG y est allé et a rencontré Oui, oui. Alman aussi. Exactement, qu'il a. Ouais, c'est ça. Ah, mais vous avez Ouais, rencontré JDG non, aussi alors, je l'ai pas rencontré, mais je l'ai croisé plusieurs fois devant son stand. Ouais. Même c'est plusieurs cool, fois, parce je savais. qu'on l'a vu 2 ou 3 fois, hein, Benoît Alman. Ouais, Et, oui, il y mais avait, je me souviens d'une conférence précise où on avait demandé Ouais. ça, enfin j'avais posé cette question, j'avais dit pourquoi pour Morgan Freeman, parfois c'est vous et parfois c'est Madondo. Et il avait répondu un truc intéressant, il disait pour de vrai, les Américains ils tiennent à quelque chose, c'est que les Afro-Américains sont américains. Et qu'il faudrait pour eux, c'est plus à moins qu'ils aient vraiment un accent vraiment africain ou quoi que ce soit, mais de base, ils aiment qu'on les double avec le moins d'accent possible. Donc Benoît Alman est plus à même de doubler la voix de Morgan Freeman parce que c'est plus respectueux pour eux. C'est que ce sont des Américains avant tout et donc il faut les doubler comme tu doubles n'importe quel autre Américain sans lui donner une voix de noir entre guillemets avec un accent africain. Et c'était intéressant comme Et point que de vue. Madondo a un et ce qu'il petit expliquait. accent. Et tu sentais la Ouais. petite pique. Alors, ce qui passe avec Eddie Murphy, parce que Eddie Murphy a déjà un accent, lui. Donc, ça passe parfaitement pour Madondo. Mais les autres, voilà, quand Madondo fait Morgan Freeman, ça passe beaucoup moins, quoi. Pour de vrai, même dans le milieu du doublage, c'est pas trop pour ce genre de choses. Moi, j'avais un truc, juste pour dire, c'est que le doublage, outre VOVF, il y a un truc que le doublage a créé, c'est que c'est devenu plus que juste une adaptation. Il y a vraiment un côté artistique là-dedans. C'est presque, tu crées presque un troisième, un deuxième film. Dans le sens où je sais qu'il y avait par exemple cette anecdote où Dorothée Pousseau parlait du doublage de Martha Mystère, qui disait qu'en VO il se prenait vraiment au sérieux, il n'y avait pas de blagues, c'était vraiment des trucs de machin nana, et qu'en VF ils étaient partis complètement sur autre chose.
Et du coup, ça peut créer une nouvelle chose, une nouvelle hybride. Et dans cette idée de doublage, en fait, c'est en créant qu'on s'appelle ce terreau fertile de dire on peut faire des trucs. Sans le doublage, on n'aurait jamais eu, par exemple, la classe américaine, qui est un film de doublage. Je crois que c'est un des trucs qu'on connaît pas. C'est entièrement c'est fait vraiment, exprès. Après, c'est une détournation. C'est un détournement. Ça détourne la VF, mais voilà, c'est un film de doublage. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que la VF a donné un film, a donné du cinéma. Et outre, j'avais aussi. Il y a un autre film comme ça. C'est Vampire en toute intimité. J'allais en parler justement. Et ce film-là, en fait, si tu le regardes en VO ou si tu le regardes en VF, c'est pas du tout le même film. Ça n'a rien à voir, en fait. Parce que c'est Nicolas et Bruno qui ont fait la version française, et donc les gars qui font message à caractère informatif, qui sont spécialisés donc dans le détournement, qui ont fait donc un film entièrement détourné. Et tu fais, mais le culot qu'il faut pour chier comme ça sur une VO et faire entièrement autre chose, c'est incroyable quand même. C'est génial. Parce qu'ils sont quand même à Tourcoing ou à Poitiers, quoi. C'est super drôle. T'as les buildings partout. Fait oui, à Poitiers. Pour de vrai, je dis ça, je les ai toujours pas vus. Je meurs d'envie de voir les deux. Je les ai téléchargés là. Ça a l'air merveilleux. J'ai le multi, donc j'ai la VO et la VF dedans. Et comme ça, je comptais me faire les deux aussi, justement, pour cette raison. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant. En plus, il y a la voix d'Alexandre Astier, donc ça, juste pour ça m'éclate de le voir. D'ailleurs, Alexandre Astier, c'est grâce à ce film que tu te rends compte qu'il n'est bon que pour faire le roi Arthur. Hein. Mais comme tous les personnages de Kaamelott. Mais d'ailleurs, on vous conseille La personne de personne. Oui, il est très bien. De Nicolas et Bruno aussi, ouais, carrément. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que même les Américains sont obligés d'utiliser des fois du doublage, parce que là on l'a vu passer, mais très rapidement, c'est le doublage de personnes décédées, comme comment il s'appelle l'acteur là qui jouait dans Rogue One. Mais parce que du coup Peter Cushing est mort 23 ans avant Rogue One, et vu que ça se passe entre le... Ah oui, mais ils lui ont même mis le visage et tout. Ils ont mis le visage, oui, c'est vrai. Ils ont dû le doubler, puisqu'il était mort. Non, en fait, c'est peut-être un mauvais exemple. Oui, c'est pour moi, tu mets juste pas le personnage. Moi, je trouve que c'est de l'abus absolu d'utiliser un personnage mort et de réutiliser le même acteur. Soit tu changes l'acteur, tout simplement, et tu mets quelqu'un qui lui ressemble à peu près, comme on fait, comme dans Dr. Sleep. Dr. Sleep, plutôt que de reprendre Jack Nicholson, alors qu'il est même pas mort, mais plutôt que de reprendre Jack Nicholson, on prend quelqu'un qui lui ressemble vaguement. Tu sais que c'est pas lui, on s'en fout. Enfin, ça passe, tu vois. Et mais ça, pour moi, c'est chier complètement à la gueule de quelqu'un qui est décédé, que de prendre son visage et sa voix et de tout refaire. Ah non, c'est horrible. C'est horrible ce que tu es en train de dire. Très mauvais exemple, parce que ça m'énerve. Et en plus, c'était un contre-exemple. Non, mais c'était pas bien. Oui. Oui, t'as juste voulu me saouler. Non, mais il y a l'exemple de Arnold Schwarzenegger quand il venait d'arriver à Hollywood et qui parlait anglais avec un accent allemand à couper au couteau. Et quand il a fait Hercule à New York en 69, par exemple, eh ben il était là, il jouait de manière catastrophique. Il a réussi à avoir son rôle en disant que c'était un acteur shakespearien à la base. Il avait genre 20 et quelques années, 22 ans, un truc comme ça. Et il parlait genre No, I want to kill Olympus, da, comme ça. Da, oui, bien sûr. Et après, il parlait tellement mal qu'ils l'ont redoublé. Après, avec un Américain. Et c'est génial parce que c'est un Américain genre du fin fond du Texas. Et du coup, il est là, No, I want to leave Texas, oh no, yo. Comme ça, et c'est très drôle. Bon, après, c'était les petites productions de merde de l'époque, hein, mais c'est toujours marrant à voir. Après le doublage, parce que là, ça nous choque, nous. Mais c'est vrai que la VF, c'est juste au cinéma la résurgence d'un truc qui existait dans les années 60, 70 et tout ça. C'est que tout était doublé. Puisque là, on parle de la VF, mais il y a le nombre astronomique de chansons qui sont doublées, ou des chansons états-uniennes qui viennent, et t'as Johnny Hallyday, mais Dalida, enfin tout le monde a récupéré des chansons, les a passées en français et les a rechantées. Et en fait, c'est vraiment un truc et même énormément avant, quoi. Même le doublage en général, je crois que c'est beaucoup au niveau du cinéma italien. Je me rappelle que j'avais vu un film de Mario Bava comme ça, où le gars, tu vois le film, tu te dis, je le regarde en VO, mais j'ai pas l'impression de regarder en VO. J'ai l'impression que ça colle pas les lèvres et ce qu'il dit. Et je comprenais pas. Je me disais, comment ça se fait que je suis en train de regarder un VO,
un truc qui a pas l'air de coller. Et en fait, c'est juste que les gens, ils redoublaient les films. Et c'était officiellement sorti comme ça. Il y avait plein de films qui étaient redoublés pour que la qualité sonore soit meilleure ou quoi que ce soit. Et donc tu vois des gens parler, donc des Italiens parler anglais, mais pas avec leur vraie voix parce qu'elle est redoublée derrière en anglais. C'est trop chelou. Et ça m'avait fait cet effet d'un peu de Vallée de l'étrange quand j'avais vu ce film-là. Et il paraît qu'en fait c'était vraiment un truc ultra courant à l'époque. C'est-à-dire que c'était officiellement redoublé en fait. En fait, il y a un truc à l'époque, c'est que les caméras faisaient beaucoup de bruit avec la pellicule et tout. Et du coup, il y avait énormément de bruit sur le plateau. Et pour les prises son, c'était une merde. Pas possible. Donc du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils repassaient en post-production après, quoi. Mais c'est surtout ça. C'est de la post-synchro, n'est-ce pas? Mais ça se fait toujours. Maintenant, ils le font assez bien pour que ça se voit pas, mais dans tous les films qui sortent, il y a de la post-synchro. On va pas trop s'éterniser, mais comme je disais tout à l'heure, il y a un petit twist à l'histoire. Et oui, bien sûr qu'il y a des choses que je regarde en VF. Il y a beaucoup de choses que je regarde en VF que je n'ai toujours pas vues en VO, mais que j'aimerais bien voir en VO. Par exemple, la saga Retour vers le futur, ce genre de choses que j'aime énormément. Je ne les ai jamais vues en VO parce que j'ai toujours adoré la VF. C'était vraiment quelque chose de super. Mais voilà, les voix sont exceptionnelles. Tu grandis avec ça, tu grandis avec les noms de Zeus. Je vois pas comment je peux entendre autre chose que nom de Zeus en fait. C'est impossible pour moi, mais il va falloir que je suis quand même curieux d'y passer, de regarder ce genre de choses. Et je suis aussi entièrement d'accord avec ça, Guillaume. Bien sûr, j'ai pas réagi exprès. Les dessins animés, je suis d'accord que les dessins animés, même si j'étais pas d'accord avec ton argument, je suis d'accord que je les regarde en VF tout le temps. Et quand je les montre à mes enfants, mais avec grand plaisir, je les regarde avec vous, parce que vraiment, je suis pas du genre à me dire j'ai envie de voir la VO. Je m'en tape complètement de la VO des dessins animés, vraiment. C'était quoi mon argument? Vraiment que comme tu vois pas leur visage, tu t'en fous. Moi, je trouve que c'est pas le cas. Donc. Ok, ah oui, ok. Tu vois pas le visage des comédiens, ok. Ouais. Et moi, à partir du moment où le jeu, peut doubler V je dis on peut doubler V pour Vendetta. Et bien, franchement, j'ai revu V pour Vendetta, juste la scène de l'allitération sur YouTube pour voir comment ça donnait, et c'est vachement bien traduit. Putain. J'étais sur le cul. C'est-à-dire que vraiment la scène de l'allitération, ça va être la plus compliquée à faire et ils ont trop bien géré. Avec Féodor Atkin, forcément, c'est du top. Mais voilà, et c'est vrai que il y a plein de films comme ça où je me dis, mais j'aurais beaucoup de mal à me regarder la VO. Après, souvent, comme disait Cassandre, et je suis d'accord, c'est qu'il y a quand tu commences la VO, c'est très compliqué de revenir en arrière. Ouais, parce clairement. Que tu es tellement dans la justesse de exactement ce que voulait ça s'entend en fait que c'est ce que voulait le réalisateur parce que c'est parfait. Ouais. Et ça colle parfaitement avec les visages, etc. Et donc beaucoup de mal à revenir en arrière. Mais oui, évidemment, les chansons, les trucs, les Disney, c'est juste parfait en VF. Et puis aussi, pourquoi c'est parfait en VF? Parce que nous avons des putains de bons doubleurs en France, et on va y partir enfin dessus. Les on a musiques un petit Disney, peu survolé là tout à l'heure. C'est très bien. Et on les elles connaît sont très bien en anglais aussi. Oui, mais c'est vrai on les VF, connaît par cœur en VF et aussi. elles sont excellentes. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a... Moi, j'ai beaucoup de mal avec les doubleurs d'aujourd'hui. Je trouve qu'ils ont tous la même voix. Ils ont tous... Il y a beaucoup de gens qui se moquent sur ça, sur les réseaux sociaux. Il y en a un qui prend cet accent de « Hé, les gars, pourquoi on fait comme ça ?» Tu vois. Et c'est vrai que ce truc de parler un petit peu comme ça, ça devient assez... Il y en a beaucoup trop qui parlent comme ça. Et pareil pour les filles, elles ont toutes plus ou moins ce petit timbre de voix. En ce moment, je joue à Zelda Tears of the Kingdom, là. Et la voix de Zelda, c'est une jolie voix. Mais c'est la même voix que 50 autres doubleuses que je connais, quoi. Et je me dis, mais c'est vrai, vous avez c'est vraiment la même voix. Et le doublage... Est-ce que vous pouvez me citer un doubleur aujourd'hui qui a moins de 15 ans de carrière? Est-ce que vous pouvez m'en citer un nom? C'est quasiment impossible, en fait. Ouais, Parce qu'à l'époque, on avait des voix qui nous marquaient, qui étaient prenantes. Et ils le disent, j'étais tombé sur une vidéo de Donald Renew qui dans son stream VF là, où il dit ça en fait. Il dit ça, je sais plus à qui. Je sais pas si c'est pas Alexis Thomasian, mais il dit ça à quelqu'un et il dit franchement, aujourd'hui, il y a des goats, des mecs qui sont au top du doublage, mais même pour nous, on a du mal à se dire qu'il y en a d'autres qui sont comme eux en fait. On a l'impression qu'il y a cette génération et qu'il n'y a plus personne après, quoi. Ça, je suis d'accord. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sonnent tous comme des téléfilms Disney, quoi, de l'époque.
et c'était déjà pas très bien doublé, mais on faisait pas trop attention. Mais maintenant, ça commence à arriver sur des films. C'est-à-dire, Tu sens le travail à la chaîne. j'entends plein de gens, tu sais, chaque fois quelqu'un a une voix un peu particulière et tout, les gens le sont là, hey, tu devrais trop faire du doublage et tout, et eux ils se chauffent. Mais en vrai, non, tu pourrais pas faire du doublage. Enfin, faut être comédien, c'est pas tout d'avoir. C'est comme les humoristes en fait. C'est pas tout d'avoir une voix. Ah, tu fais 3 blagues, tu devrais être humoriste. Ouais, mais c'est pas tout d'avoir une voix qui fait doubleur, tu vois. Il faut Hmm. savoir jouer, tu vois. Et ça m'énerve dès qu'il y a quelqu'un qui a une voix un peu particulière. Ah, tu devrais trop faire du doublage. Ça, c'est un truc qui me gave. Donc, ok, tu sais faire ça, tu sais parler comme ça, mais ça fait pas de toi un bon doubleur. Ça fait juste quelqu'un qui sait imiter les doubleurs. Voilà. Mais oui, je suis Et, d'accord. Voilà, donc, Ouais, mais oui, tu fais un c'est bon pour ça, oui, doubleur de pub, quoi. t'as raison, il y a vraiment une ancienne génération de doubleurs, et malheureusement, ça décline un peu, mais après, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas grandi, peut-être que tes enfants, ils auront grandi avec des voix, peut-être plus tard, ils verront, ils feront « Oh putain, toi, tu faisais la voix dans Pas de Patrouille et tout », tu vois, après, donc peut-être nous, on a grandi avec nos voix, mais eux, ils auront grandi avec d'autres voix, et c'est eux qui écouteront plus tard. Nous, on se rend pas compte parce qu'on est encore dans les anciens. Mais voilà, peut-être que ça va changer. Moi, je suis en train d'apprendre à Alan à reconnaître la voix de Dorothée Pousseau dès qu'on écoute un truc. Je fais, hé, tu entends cette voix? C'est Dorothée Pousseau. Ouais, bravo. Et tu sais, en plus, Dorothée Pousseau, je savais même pas qu'elle faisait du doublage à la base. Je l'avais découvert dans la série avec Simon Astier. Et comment elle s'appelle? Virginie Efira. Off-Prime. Off-Prime. Elle jouait la sœur de Virginie Efira. Et j'entends sa voix, je fais, putain, elle fait du doublage, c'est sûr. Et j'ai cherché l'actrice et ouais, c'était celle qui faisait Didi dans Dexter, quoi. Et juste comme ça, je connaissais pas du tout le visage de la meuf et je me suis dit, ah putain, sa voix, je la connais. Mais tu vois, c'est pareil, même tu peux être un très bon doubleur, mais par exemple, Dorothée Pousseau sur Margot Robbie, je trouve que c'est 0. Je trouve que ça ne lui va absolument pas. Je suis d'accord. Elle double Margot Robbie. Ouais, ouais. C'est la voix de Margot Robbie. Ah ouais, non. C'est horrible, ça ne lui va pas du tout. Et tu vois, une super comédienne comme Dorothée Pousseau, et ben ça, il y a des moments, ça matche pas, quoi. Oui, mais comme Jean-Philippe et Martin sur Tom Cruise, quoi. Il y a des voix, des fois, ça colle pas. Ça le fait pas. Et je suis d'accord. Et dans ces cas-là, ça m'arrive de passer en VO parce que je me dis, non, là, je suis désolé, j'accroche pas au doublage, là. Mais ça vient plus de la qualité du doublage, souvent, que du doublage en lui-même. Je vais pas me dire... Je vais avoir plutôt tendance à me tourner sur la VF par flemme de lire. Et finalement, après, quand c'est vraiment trop mauvais, c'est trop mauvais, quoi. Et je regarde en VO. Et est-ce que vous avez, donc maintenant je vais partir un petit peu, vos chouchous, alors soit pas forcément des doubleurs si vous connaissez pas les noms et je pourrais comprendre, mais au moins des films que vous adorez vraiment en VF, où vous vous dites allez, ça c'est vraiment mes films doudou que j'adore regarder en VF et j'ai beaucoup de mal à regarder la VO même si je l'aime bien et tout, ou alors voilà un peu vos doubleurs favoris aussi. Cassandre. Bon, moi je m'y connais pas des masses en doubleur, je dirais que j'ai qu'un seul chouchou que je connais suffisamment pour avoir son nom, c'est Donald Renew justement. Parce qu'il a fait 3 personnages qui font partie de mes préférés dans la fiction. Et c'est lui qui a doublé les 3. Donc depuis, quand je l'entends quelque part, Alors il a fait le personnage de Cesare Borgia dans la série Borgia de Tom Fontana. Il fait Harold dans la saga Dragon. Et il fait le personnage de Connor dans le jeu Detroit Become Human. Ok. Et du coup... Il fait la voix de Sora dans Kingdom Hearts aussi. Ça lui va super bien. Ah. De toute façon, je l'entends très souvent. Hein. C'est vraiment... Il y a plein de fois où je le reconnais et je suis en mode « Ah, c'est toi !» Donc, et ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, des fois, j'ai regardé des trucs en VO et juste parce que l'épisode se lance automatiquement en VF, il faut que je change les voix manuellement, des fois, je l'entends parmi les personnages dans les rétrospectives des épisodes précédents et je repasse à la VF juste parce qu'il est là. Donc... Voilà, ça fait partie des trucs où c'est automatique. C'est trop un plaisir pour moi de l'entendre parce que ça m'évoque forcément 3 personnages qui m'ont vraiment marqué, qu'il a interprété avec brio et qui, comme je dis, font vraiment partie de mes favoris dans les univers fictifs. Ah, pour moi, c'est Titeuf. Hein. Donald Renew, c'est que Titeuf. Ah oui, c'est vrai. C'est la seule rêve que j'ai. J'oublie toujours qu'il a fait Titeuf. Hein. Jamais regardé, mais j'avais entendu ça, ouais. Ah, c'est bien ça. Et t'as des films dont tu adores la VF, genre vraiment tu te dis mais à chaque fois que j'entends les voix, les phrases et tout, ça passe trop bien. En vrai il y en a des tonnes, hein.
Moi, il y en Ouais. a plein des VF que je kiffe et il y en a plein des VO que je kiffe. C'est vraiment c'est des compliqués parce que je suis pas hyper difficile, moi, là-dedans. Justement, comme je fais C'est pas vrai. hyper gaffe à la synchro labiale, justement, bah, c'est des choses où les VF, je trouve que souvent, sont vraiment impactantes. D'ailleurs, des fois, il y a des répliques que j'aime tellement que je vais regarder la VO, justement, pour avoir les variantes et même des fois la québécoise. Et des Mhm. fois, c'est rageant Putain. parce que même à la fin, je suis en mode. Quand j'ai écouté plein de variantes comme ça, je suis en mode putain, je voudrais le doubleur pour ce personnage, je voudrais le doubleur de la québécoise, pour celui-là, je voudrais le doubleur. Enfin, je voudrais presque faire mon panier, quoi. Ça me C'est un peu frustre des chiant. fois parce que je trouve que les voix sont mieux castées en version québécoise, mais ils ont toujours une façon de parler qui me dérange. Ils ont, pareil, comme tu disais pour les mauvais doublages, ils ont une musicalité dans la façon de dire les dialogues qui fait pas naturel et que j'aime pas dans les versions québécoises. Mhm. Et c'est ça que j'accroche pas. Mais des fois, je me dis, putain, la voix est mieux. Et c'est dommage que le jeu ne va pas. C'est un truc qui m'avait tué, c'est dans la version québécoise de. C'est la première version que j'avais vue de Scott Pilgrim vs. The World. Et j'avais adoré cette version. Je me disais, putain, mais moi, c'est rare que je préfère les versions québécoises. Et d'un côté, c'est bien, parce que c'est un film. Enfin, le film est américain, mais c'est un. Enfin, il y a un américain, c'est un réalisateur anglais en plus, il n'y a rien qui va. Mais c'est un comics québécois à la base. Donc, toute la VF est calquée exactement sur le bouquin. Et quand j'ai lu le comics, je me suis dit, mais merde, c'est exactement au mot près tout ce qui est dit dans le film. C'est un truc de fou. Et du coup, ça se sentait en fait. Ça se sentait que c'était ça la perfection. C'était la version québécoise. Je sais que c'est Bah, Megamind, je l'avais toujours vu en version québécoise, parce que j'avais une version téléchargée où c'était cette version-là. Et là, il n'y a pas longtemps, là, je me suis fait la VF, parce qu'il était sur Netflix, et je me suis dit, allez, je vais le regarder en VF. Et j'avais toujours eu peur de le regarder, parce que ils ont fait du Star Talent, et du coup, c'est Cadmerade et Franck Dubosc qui font les voix, et ça colle pas, quoi. Et vraiment, la version québécoise, pour le coup, les voix sont tellement mieux. Le héros, il a vraiment une voix de héros. Le méchant, il a vraiment la voix qui va avec. Mais là, je trouve que ça colle pas. Et voilà. Et d'ailleurs, le Star Talent, on n'en a pas parlé, mais grosse catastrophe. Il faut arrêter Oui, avec ça. on en parlera après. Mais voilà. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Et voilà. Donc, pour le coup, Megamind, c'est le genre de film où la version québécoise est plutôt à conseiller. Et donc, Cassandre, tu voulais revenir sur autre chose? je disais que par exemple, en alternant les versions, j'avais mes doubleurs préférés dans chaque, mais que les répliques aussi. Des fois, en ayant la curiosité de regarder justement une réplique dans différentes versions, ça m'arrive de me dire, ok, cette réplique dans un même film, de me dire cette réplique, je la préfère en VO, celle-là, je la préfère en VF, et celle-là, je la préfère en québécois. Pour ça, je dis vraiment, l'idéal, c'est de faire un panier, hein, parce que les répliques aussi, tu peux Elle va nous vraiment sortir, trouver... maintenant que tu commences à tâter le montage, tu vas nous sortir un film des enfers où il y a la réplique, mais anglaise, doublée en québécois pour cette voix. Elle va tout faire avec l'IA, elle va nous faire un film de fou, tu vois. Non, mais en vrai, Pourquoi pas en vrai? Après tout, ça les peut être une bonne idée, Terminator enfin, après tout, il y a des films comme ça où quand t'as la version restaurée ou des choses comme ça, des fois ça passe en VO d'un coup au milieu parce qu'ils ont décidé de mettre des scènes coupées ou qu'ils ont jamais doublé. Et Ah ouais? je sais pas, vous avez J'ai jamais jamais vu vu des... ça. Ah ok, par exemple, il y a Terminator 3 qui est un des films qui m'avait marqué comme ça parce qu'il y a plein de passages du film que j'avais vu parce qu'ils ont restauré justement des... Enfin, ils ont rajouté des scènes coupées au montage. Qui ont jamais Et du été coup, doublés, ok. qui ont jamais été doublés. Du coup, en fait, le film, il y a Ok. plein de passages où il repasse en VO. Mais en merde. vrai, Ouais, j'ai déjà les vu ça scènes, elles aussi, sont trop cool. Ça fait bizarre. Donc, C'est chou. ouais, mais franchement, les scènes, moi, je suis contente qu'ils les aient mises parce que je les ai trouvées super, tu vois. Et je me suis dit, waouh, elle y est pas. Enfin, déjà, ça me permettait d'identifier direct. Dès que c'est en VO, tu sais que c'était pas dans la version originale. Mais du coup, c'était des scènes cool. Donc, moi, ça m'a pas gêné de passer, qu'ils les incorporent en passant à la VO comme ça. Je préfère ça que le fait de pas les avoir eues, quoi. Et Donc, c'est un bon truc que tu racontes là, parce que moi, c'est justement tous les problèmes que j'ai souvent eu avec les comédies musicales qui sont pas traduites. Ou avec des chansons pas traduites qui sont en anglais. Ça me saoule de passer d'un truc de la VF à la VO. Je me dis autant tout regarder en VO en fait. Parce que ça m'énerve de pas entendre les mêmes voix, de pas entendre la même chose. Je me dis autant tout regarder en VO parce que c'est nul. Genre Sweeney Todd. bien sûr. Donc, moi, j'ai des fans de la VF justement qui n'aiment pas les comédies musicales parce que souvent elles sont en VO sous-titrées
et que du coup ça les saoule que justement il n'y ait pas la même voix, et qu'ils préfèrent quand les chansons sont entièrement doublées aussi. Oui, mais voilà, mais soit l'un soit l'autre. Soit c'est entièrement doublé, soit ça ne l'est pas, et dans ces conditions, tu mets tout en VO, quoi. Et puis là, on peut s'accorder, hein, que ce soit le doublage ou les sous-titres. Quand tu mets des sous-titres à une chanson, souvent, c'est assez dur, parce que forcément, ça marche pas très bien. Et c'est aussi un des problèmes que j'ai avec la version québécoise, c'est que tu regardes les Disney, c'est un massacre. Elles sont abominables, les chansons Disney au Québec, parce qu'ils les changent aussi, et sauf qu'ils prennent mot pour mot, ils se rajoutent encore plus de difficultés que nous. C'est-à-dire que nous, en France, on est quand même assez laxiste, on va dire, sur les changements apportés à la chanson pour rester dans le thème un peu, voire même parfois faire un peu de hors-sujet, mais que ça rime et que ça ait du sens. Eux, les Québécois, ils veulent traduire mot pour mot. Et du coup, genre, si vous écoutez, genre, je crois que c'est Mulan, c'est horrible. Il y a des trucs, genre, que j'ai vu, enfin, tu sais, je sais pas, ils désarticulent pas bien. Et il y en a un, genre, il y a un enchaînement, genre, ils zappent une voyelle, et ça fait TP, un truc comme ça. Et du coup, enfin, ça sonne horriblement mal. Et ils font ça aussi pour Ce rêve bleu, je crois. Et enfin bref, il y a plein de chansons où t'es là, genre non, t'as l'impression que c'est une parodie, hein. Alors big up à nos frères québécois, mais désolé, hein, mais vraiment les doublages, c'est pas possible, hein. À ce sujet, ça me rappelle la chanson Infernale du Bossu Notre-Dame. Et en fait, j'avais une amie qui connaissait pas du tout la VF. Elle a grandi vraiment avec la version québécoise de ce film, et elle a découvert la VF vraiment à l'âge adulte. Parce qu'en fait, à un moment, elle a chanté, et on l'a tous regardé en mode genre, tu chantes quoi là ? Et parce qu'on reconnaissait la musique, mais on connaît pas ses paroles par contre, hein. Donc ça nous a tous fait tiquer, et c'est là qu'elle a découvert qu'elle avait grandi avec la version québécoise du Bossu Notre-Dame. Et du coup ça nous a interpellés, on a allé écouter ça. Et moi ce qui m'avait choqué, c'est que la dimension sexuelle, toute la dimension vraiment du péché, de la sensualité qui ressort et qui est au centre des enjeux en fait dans cette chanson, n'est quasiment pas présente dans la version québécoise. Et ça m'avait un peu choqué parce que je me suis dit c'est une censure que je trouve assez à côté de la plaque, parce que tous les enjeux sont là en fait, et de toute façon les enfants c'est bon, ils calculent pas, c'est pas grave. donc c'est vrai que j'avais trouvé ça vachement dommage. Alors moi je suis nulle en anglais, je peux pas le dire, mais j'avais un ami qui du coup par curiosité et qui s'en sort pas trop mal en anglais, était allé écouter la VO et m'avait dit que la québécoise était beaucoup plus proche. Donc du coup en fait la dimension de la sensualité, du péché, du sexe, du désir en fait, qui est très forte dans la chanson Infernale, à partir de ce constat-là, elle est surtout présente dans la VF. Elle est pas tant présente, elle est vachement diminuée, vachement amoindrie dans les autres. Ah, on est des gros baisers, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après pour le Bossu de Notre-Dame, c'est quand même de l'adaptation Seption quand même, parce que c'est une œuvre française adaptée en anglais et après redoublée en français, donc oui, c'est vrai. En termes de bordel d'adaptation, on se pose quand même là, quoi. Ouais, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que justement ils se sont dit attends, c'est de chez nous, là ils ont fait de la merde, on va réparer, hein. Donc c'était peut-être ça le projet. Frollo il baise, voilà. Non mais j'avoue, je la trouve beaucoup plus impactante et beaucoup plus riche dans ce qu'elle implique, du coup dans la version dans la VF, hein, ça y a pas photo, hein. Donc moi j'étais très contente de notre version à partir de là. La version québécoise, je l'ai trouvée, enfin voilà, dans sa version amoindrie, je l'ai trouvée fade. Ouais, et puis pareil, j'ai regardé American Pie aussi, j'en ai regardé plusieurs en streaming, et ce qui me fascinait à chaque fois, c'était que c'est des Québécois, hein, donc ils n'ont pas d'accent, mais en revanche, à chaque fois qu'il y a un mot anglais ou un truc qu'ils refusent de traduire, ils le disent avec l'accent. Du coup, ils parlent un français normal, sans l'accent québécois, et là, d'un coup, bam, ils te lâchent un... Mais non, Stifler nous a invités à son party. Et t'es là genre, quoi ? La dernière fois, j'étais à New York. Oui, voilà, exactement. Il dit, c'est pas possible. On doit aller à Boston ? Oh my god. Voilà, j'ai pris le pire nom de ville possible à doubler. Ça ne marche pas du tout l'effet. Je dis Boston, voilà. Même pour les deux. Boston. San Francisco. Mais ça, c'est le premier truc qui fait tiquer sur la version québécoise. Mais si après, comme je disais, il y a vraiment une façon différente de jouer qui est quand même marquante quand tu fais attention. Non, je voulais juste revenir sur les chansons parce que pour le coup, c'est bien de refaire les chansons en VF. Je vois, il y a les chansons Disney, on les connaît par cœur et tout. Là où j'aime pas, moi, justement, c'est quand on traduit les sous-titres. En fait, pour moi, je veux qu'on me dise juste ce qu'il dit dans la chanson. Et comme je comprends un petit peu l'anglais,
il y a des chansons, le problème, ils veulent refaire les rimes, et ça marche à l'oral, mais ça marche pas avec les sous-titres. Et quand je lis les sous-titres, et que c'est pas du tout ce que j'entends à l'oreille, parce qu'ils ont voulu faire rimer la chanson, alors que dans les sous-titres, j'en ai rien à foutre que ça rime, là, ça m'énerve. J'ai pas envie que ça rime dans les sous-titres. Je veux que tu me dises ce qu'il dit le gars. Bah ça c'est vrai, mais c'est l'éternel problème. Faudrait tous qu'on apprenne l'espéranto, c'est ça, l'espéranto. C'est pour ça que les sous-titres, Comme c'est ça, pas on est forcément débarrassé. mieux, parce que quand tu lis les sous-titres, bah, finalement, tu as une traduction qui est aussi pourrie que ce que tu écoutes en VF. Ah oui, mais je suis entièrement d'accord. Encore une fois, c'est vrai que c'est plus facile de regarder en VO quand tu comprends un petit peu mieux l'anglais. Ben oui. Mais après, Oui, bien sûr. pour les films anglais, Et dans mais ce c'est vrai que Dans ce cas-là, en tu effet, mets pas les je sous-titres, suis tu le regardes premier juste en à VO. regarder. Je regarde tout en VO. Par contre, je parle pas espagnol, je parle pas japonais, absolument pas. Et peut-être que je me plante Mais c'est ça, complètement parce à cause que des sous-titres. Les gens qui Je disent m'en rends pas oui, mais compte. au moins on a les vraies vannes, on a les vrais trucs. Quand tu regardes un film japonais, t'en sais rien. Ça se trouve, les sous-titres, ils te disent n'importe quoi. Et t'en sais rien du tout. C'est ça. Donc Exactement. c'est pas mieux au niveau de la traduction. On va continuer un petit peu, faire le tour de tout le monde. Est-ce que vous avez des films adorés ou des doubleurs adorés? On va partir sur Jérémy, parce que je pense qu'il y en a 50. Non, moi, pour la VF, je pense que le cinéma, c'est avant tout un truc de l'image. Et quand je regarde un film, j'ai envie de voir le film. Tu vois, j'ai envie de voir les décors, j'ai envie de voir la réalisation. Et le truc des sous-titres, alors je sais que toi, tu vas me dire, mais moi, j'arrive à faire les deux en même temps et tout. Mais quand je lis, je regarde pas ce qui se passe en haut. Je vois, Aussi, voilà, ouais. c'est ça. Je vois globalement ce qui se passe à l'image, mais j'ai pas de vision précise, tu vois, parce que mon regard est concentré sur le sous-titre. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que ça te sort un petit peu vraiment de la réalisation. Alors moi, j'aime bien le doublage quand c'est sur des films très posés, des films très lents, où vraiment, il y a des fois, t'as deux dialogues pour 5 minutes, et là, c'est bien la VO, parce que déjà, t'es bien dans l'ambiance, et en plus, t'as pas beaucoup de trucs à lire. Mais la dernière fois, je regardais Rick et Morty, la dernière saison n'était pas sortie en VF, je regardais la VO, parce que j'étais pas patient. Et ça, en fait, le problème des films d'animation comme ça, c'est qu'ils débitent tellement que j'avais pas le temps de lire les sous-titres. Ça passait beaucoup trop vite. Et des fois, même sur des films normaux comme ça, des fois les dialogues, The Social Network en VF, c'est en VO. J'allais en parler. C'est une horreur. En VO, c'est un carnage. Même pour moi. tu Même lis, pour moi, le Social Network, je mets pause Allez, faut- toutes les 5 concentration, secondes puissance pour 1000. lire le sous-titre. Mais voilà, ça va mais trop c'est un vite. truc de fou, ce film. Donc, c'est pour ça aussi, alors que quand je l'écoute à l'oreille, je me pose pas la question, tu vois, j'écoute ce qu'il dit. Je rajouterais d'ailleurs un petit truc par rapport à ça. C'est que en plus, même quand on prend l'habitude ou qu'on n'a pas de problème de base, ben, on n'est pas à l'abri du fait qu'on développe des problèmes plus tard. Moi, par exemple, je vous disais que ma mère, c'était la Suisse là-dessus. Et elle a grandi vraiment avec un cinéma muet, avec ce genre de choses qu'elle regardait sur une chaîne où ils faisaient du cinéma de minuit, des trucs comme ça. Donc elle a regardé beaucoup de VO, notamment dans sa jeunesse, donc elle avait aucun problème avec la VO. Et en fait, avec l'âge, ses yeux fatiguent. Elle est obligée de mettre les lunettes maintenant quand on regarde des trucs et des sous-titres, et ça la fatigue énormément. Ça lui prend la tête, ça la saoule d'avoir porté ses lunettes. Enfin, c'est toutes des implications qu'avec l'âge fait qu'elle se distancie un petit peu de la VO. Heureusement, elle a toujours été sur les deux branches, donc c'est moins dramatique pour elle, mais où c'est plus chaud, quoi. Parce que même avec les lunettes, elle voit un peu flou. Donc c'est vrai que, et selon la distance avec l'écran, tout ça, la taille des sous-titres, des fois selon la qualité, des fois les sous-titres c'est pas assez gros, ou alors des fois ils ont même la très bonne idée de te mettre un pavé d'un coup quand il y a un monologue, enfin des choses comme ça t'as vraiment des qualités variables, quoi. Et même en termes de présentation, là je parle d'affichage, hein, je parle même pas en termes de qualité de traduction, et du coup bah voilà, ça peut vite être chiant quand t'as des problèmes de vue, quand t'as une fatigue particulière par rapport à ça. Tout le monde n'a ou pas même tout autre, tout le monde n'a pas la même vitesse de lecture, comme disait Erwan, lui il est dyslexique, donc ça peut poser problème aussi. Donc il y a vraiment des gens pour le coup où la VO, bon, c'est pas fait pour eux. Après ça dépend des gens aussi. Nous, je pense qu'on est tous capables à peu près de lire des sous-titres. Là, après, c'est une question de goût. Et donc, on va revenir un petit peu sur un peu vos petits chouchous de doublage en film ou tout simplement en comédien. Et donc, Jérémy, dis-nous. Oula, moi, je suis passionné de doublage, donc j'allais vraiment... Genre, quand j'allais au TGS, j'y allais pas pour les stars de YouTube et tout, j'y allais vraiment pour les comédiens de doublage. Donc, moi, c'est vraiment un milieu qui me passionne. Il y a Richard Darbois, forcément.
Ça, c'est, voilà, Oogie Boogie, le génie dans Aladdin, et puis tellement de voix, en fait, c'est dur de tout citer. Et moi, il y a Christophe Lemoine pour qui j'ai vraiment une affection, voilà, que j'ai pu rencontrer, je suis content. Qui a une voix tellement Et- particulière que tu peux pas lui faire tout jouer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Ça Christophe passe bien sur Jack Black, et voilà. Ouais, et pour- Après, et dessin pour animé. les dessins animés, il est très bon. C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, c'est un acteur, tu peux pas le mettre sur tout le monde, ça c'est sûr. Voilà, Féodor Atkin, que j'aime énormément, j'adore la voix de ce mec. Et, notamment, je l'avais vraiment remarqué dans incroyable. Breaking Bad, quand il fait Mike. Et je trouve que la voix colle parfaitement au personnage. Je savais même pas qu'il faisait ce personnage. Ouais, Ok. ouais. Ah oui, parce que moi, je J'ai le jamais vois vu dans Breaking VO. Bad en VF. Mais oui, c'est vrai, j'ai jamais regardé en VF. Et je sais pas. pour le coup, je trouve que cette voix lui va tellement bien, quoi. Et Ok. voilà, ça fait partie vraiment de... Mais il y en a tellement que j'aime. Jean-Philippe Martin, que j'aime beaucoup, et puis tellement d'autres. En comédienne, à part Dorothée Dorothée Pousseau, Pousseau, que tu oui, connais un peu. Ouais, il y a Dorothée Gemma que j'aime bien, qui Ok. fait, si je me gourre pas de comédienne, c'est celle qui fait la voix de Jennifer Aniston. Que j'aime bien ce qu'elle fait. Et Celle puis, qui fait la voix de... Merde, Erin Brockovich, là. J'ai perdu son nom. Julia Roberts. Julia Roberts, j'aime bien sa voix, elle, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié son prénom, mais qui fait la voix de... dans Love Actually, il y en a une là, qui a une voix un peu particulière aussi. Emma Thompson. Emma Thompson, ouais. Et j'ai oublié Ouais. le nom de la comédienne qui fait sa voix. Mais il y a Mike Mm. Dara. Mike Dara, Céline j'aime Monsara. énormément. Mike Dara, je sais pas Et si la vous voix voyez de qui c'est, Cameron c'est- Diaz aussi, qui est assez notable, pareil, je connais pas son Oui, nom. oui. Ben, je le connais, mais là, pareil, il me revient pas. Mike Dara, si vous voyez pas, c'est la voix de Whoopi Goldberg. Ah oui. Et qui a Et de la fait hyène. La hyène dans Le Roi Lion, qui a fait plein de rôles, mais qui fait Monica aussi dans Friends. Dans Friends. Ouais. Ah ouais. Putain, Donc, j'avais jamais fait gaffe. ouais. Et Ok. voilà, j'adore cette comédienne aussi, elle est très très douée. Après, il y a des comédiens dont on parle plus. Par exemple, celui qui fait la voix de Harry Potter ou Hermione, Manon Hazel, Oui, tout ça. Ouais, ben, elle est devenue Ils ont comédienne, fait, mais- mais un peu comme les comédiens en eux-mêmes, hein. Ils ont fait leur heure de gloire avec la saga, et puis après, au revoir, quoi. Parce qu'en C'est- en fait, tu remarques qu'il joue pas si bien que ça, hein, l'acteur Ouais. de Harry Potter. Manon Avec Hazel, Kellyanne Blanc, elle ouais. joue- Ouais, ben, en fait, il est pas si bon que ça. Et Manon Hazel, ben, pour le coup, elle a laissé tomber le doublage, elle est devenue comédienne. Parce Oui, que, c'est vrai. Voilà, donc, mais ça veut pas dire qu'elle a arrêté la comédie, c'est juste qu'elle est passée sur autre chose, quoi. Ok. Guillaume. Bah, le problème, c'est que j'ai tellement peu regardé de films en VF que Oui, c'est vrai. je saurais même pas trop dire. Alors oui, je connais les Richard Darbois, Benoît Alman, même Donald Regnault, Patrick Dorothée Poiret. Pousseau. Alors elle, c'est plus récent et je la connais surtout parce que bah, je l'ai vue passer un peu partout et j'ai appris à reconnaître sa voix. Mais je saurais pas te citer une seule personne qu'elle joue dans les films. Alors j'ai déjà reconnu, je crois, en l'entendant dans certains dessins animés, des trucs comme ça. Mais de manière générale, je sais même pas qui y joue. Alors Richard Darbois, voilà, donc c'est le génie d'Aladin, donc effectivement, enfin je saurais même pas replacer les voix. Mais c'est vrai qu'ils sont très talentueux. Il y a Carrel aussi, un truc comme ça. Il y en a un qui- Roger oui, bien Carrel, sûr. ouais, Roger qui- Carrel, Roger c'est Carrel, ouais. exactement ce que j'allais dire. Et en plus là, ce qui est bien, c'est que c'est même pas qu'un doubleur, c'est aussi voilà, comme il a fait Astérix. Là, c'est clairement du travail Oui, c'est ça. à la base, quoi. Donc c'était vraiment de la comédie de base. Ouais, Roger c'est- Carrel, ouais. Et puis il y a aussi, comment il s'appelle, Curtil. Enfin moi, c'était Emmanuel Carrel. Emmanuel Curtil, Ceux c'est qui vrai m'ont qu'on vraiment- on l'a pas cité, c'est vrai. ceux Parce qui que m'ont il est vraiment tellement marqué évident. Oui, c'est vrai. quand j'étais petit. C'est ça, c'est The Mask et Bruce Tout-Puissant. C'était encore l'époque où je regardais pas mal les films en VF. Et du coup, bah forcément, la voix de Jim Carrey. Mais pareil, aujourd'hui, j'ai revu là récemment des extraits de lui, genre sur des reels ou des trucs comme ça, avec sa voix. Et bah, le gars, voilà, il est fort et tout, mais c'est... Moi, j'arrive pas du tout. Et c'est vrai que la voix, elle colle bien à Jim Carrey, mais ouais, à chaque fois, ça sonne Mais faux. c'est Enfin, pas pour moi, en Jim fait, Carrey. c'est trop important, en fait. Pour moi, je trouve que le jeu d'acteur passe énormément par la façon dont tu délivres tes lignes aussi. Et tu parlais tout à l'heure de l'introduction de Inglourious Basterds, mais pour moi, c'est... Voilà, typiquement, ce genre de scène, c'est excellent en version originale. Tu vois, je sais même pas comment ils ont fait dans la VF pour traduire ça, en fait. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils parlent en anglais? Vraiment, il y a des sous-titres et après, ils switchent en français et là, du coup, il n'y a plus de problème. Est-ce qu'ils font l'inverse?
ce qui aurait pas beaucoup de sens. Enfin, du coup, ouais, c'est problématique. Et la performance de Christoph Waltz, bah, de toute façon, dans tout le film Inglourious Basterds, qui est un des... Honnêtement, ça va être... Enfin, honnêtement, Hans pour le Landa, coup, ça va être un lui, des il se méchants les double plus lui-même en emblématiques français parce qu'il parle du français. cinéma. Oui, en plus, lui, il parle français, donc ça va. Mais ouais, enfin, pour moi, c'est trop important sur la performance d'un acteur, son jeu. Enfin, pareil, DiCaprio, quand il s'énerve dans Django, tout ça, enfin, c'est trop dur. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment de doubleurs qui m'ont marqué outre mesure. Mais enfin, je pense qu'il y en a, mais je connais même pas leur voix. Pareil, comment il s'appelle, Bruce Willis. Je trouve qu'il avait une bonne voix. Patrick Philippe quelque Poivet, chose. ouais. Ah, Patrick Poivet. Patrick Poivet, qui est décédé. Bah non, sinon Philippe Pétieux aussi, évidemment la voix de Homer bien Simpson sûr. et Véronique Augereau, sa femme, qui double Marge. Ça, je dois dire que eux, ils sont vraiment excellents et la ils voix ont même pas de- besoin de faire d'autres films en fait. C'est la voix de C'est- Danny DeVito aussi. Ouais, enfin, bah, il en fait Pétieux, plein. il fait beaucoup de voix, c'est vrai, et à chaque fois tu Il le en fait reconnais, plein, ouais. et avec cette petite voix un peu nasillarde là, et c'est vrai qu'à chaque fois que tu le reconnais, tu as. Il fait souvent des seconds rôles, des trucs comme ça, des petits. Mais c'est ça dans. Ouais, c'est je ça. me souviens, ah bah voilà, typiquement, je me souviens dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un mec, un chauve, qui avec une carabine ou un truc comme ça, qui se fait choper par les deux T-Rex et qui se fait arracher en deux. En fait, il se fait écarteler par les deux et bouffer. Et c'est horrible parce que je crois que c'est Philippe Pétieux, ouais. Et c'est Philippe Pétieux qui le double. Et moi, j'entends que Homer Simpson et c'est horrible du coup. Il prend Parce pas que du tout sa voix normale quand il fait Homer Simpson. Mais oui, en plus. Mais là, tu reconnais Quand il fait trop le Danny grain DeVito de. et Homer de sa Simpson, voix. il fait pas la même voix. Après, c'est lui qui fait même, il fait Voldemort dans le premier Harry Potter. Ah ouais. Ah ouais. Quand il est Ok. dans la tête de Quirrell, là, c'est Philippe Pétieux. Harry Potter, donne-moi un donut. Donne-moi la pierre. Ouais, j'imagine ça. Ok. Enfin voilà, du coup. Inès, la non, philosophale. Ouais, c'est ça. Erwan. Moi j'allais dire Roger Carrel, mais du coup. Parce que. Mais il me semble que ça a été déjà. déjà Ouais, je l'ai Parce que dit, tu as 168 ans, donc forcément. mais Tu prends- c'est le dieu voilà, du doublage. Mais sinon, je devais pas. Parce que pareil, il y a 1 milliard de doubleurs. En termes de films, j'aurais dit Qui veut la peau de Roger Rabbit. Parce que voilà. Mais du coup, je vais pas dire un doubleur, mais je vais dire une directrice de production. Parce que j'ai fait quand même quelques recherches. Et en fait, c'est Jenny Gérard. Gérard, qui est la directrice artistique de globalement l'AVF dans les années 80 90. C'est elle qui a choisi les voix globalement. En fait, une directrice artistique, c'est celle qui choisit qui va doubler quoi. Et c'est elle qui a choisi Indiana Jones, Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Jurassic Park. Donc en fait, s'il y a des voix dans les années 80-90, c'est grâce à Jenny Gérard. Si on a une VF, un monde du doublage aussi fou, grâce à ces années, des années à peu près 70 à 2010, c'est Jenny Gérard. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des super films qui sont doublés de la mort qui tue. Comme on disait tout à l'heure, la VF, Ok, on est c'est très bon super en France intéressant. pour ça. Mais une VF, un casting raté, ça peut gâcher un film, quoi. Des fois, c'est pas c'est le ça. jeu qui est Et- mauvais, c'est vraiment la voix qui colle pas avec l'acteur, quoi. Je fais non, pourquoi vous avez Mais choisi c'est ça qui peut être dangereux, c'est que autant le casting d'un film, t'y fais bien attention, parce que le film c'est énorme, mais c'est vrai que quand ça passe dans les mains d'un doubleur, il suffit d'un mec qui connaît pas son boulot et qui va te dire on va prendre lui et lui pour te pondre un doublage horrible. Enfin, c'est beaucoup moins checké, ouais, j'imagine. Et juste désolé, dernière petite intervention, il y a Brigitte Lecordier aussi que je voulais citer. Alors pas pour Dragon Ball ou je sais pas trop quoi, mais pour Luther dans Marine Malice, Pipoudou. voilà, qui était un jeu sur mon PC auquel je jouais beaucoup. Et voilà, et elle joue, elle double un des poissons dans Marine Malice. Voilà. Pour le coup, elle, je l'ai croisée plusieurs fois au TGS, mais pour le coup, moi, ça a jamais été une voix qui m'a vraiment marqué, parce que je regardais pas Dragon Ball, je regardais pas Oui Oui, je regardais rien de tout ça, donc j'ai pas grandi avec sa voix en fait. Mais j'aime bien sa voix. Je trouve Pipoudou quand même. elle a fait beaucoup d'enfants dans ma jeunesse. Tu sais, les enfants dans les films, des fois, souvent, c'était elle. Et du coup, des fois, je reconnais, Ah, ok, je fais, oui, ok. ah ouais, d'accord, le gamin, c'est elle. Tu vois, quand je regarde un film. Mais souvent, c'est des tout petits rôles, quoi. C'est des trucs. Et maintenant, on va revenir vite fait aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, Jérémy, et ça va aussi un peu corroborer avec ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des bons
directeur de casting aussi au niveau du doublage et directeur artistique. Et donc aujourd'hui, dans la direction artistique, il y a énormément de star talent aussi. Alors il y en a toujours eu, hein, même dans les VO, tout simplement. Quand on parle du génie, par exemple, pour nous, c'est Richard Darbois. Il n'y a pas de star talent. Par contre, en VO, c'était un star talent vu que c'était Oui, mais Robin Williams. c'est un comédien. Et donc, Et c'est ça. oui, mais ça reste, voilà, ça reste quelqu'un de connu et tu peux. Mais c'est vrai que oui, alors il y a le star talent avec des comédiens. La preuve, c'est qu'on peut très bien le faire comme dans le monde de Nemo. Marin, c'est Franck Dubosc, et ça passe parfaitement. Parfois, tu as des star talent un peu foirés, évidemment. C'est quand on te dit, je vais prendre n'importe qui est youtubeur ou juste un peu connu, juste pour le mettre dedans. Et t'as envie de dire, mais pourquoi il ne sait pas jouer? Ça ne sert à rien. Et juste pour faire un clin d'œil, en fait. C'est exactement comme les tentatives vaines de tous les films Astérix de rajouter 50 000 personnages juste pour faire un caméo, quoi. Est-ce que ça valait le coup? Vraiment? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et est-ce que vous avez des exemples de films catastrophiques à cause du star talent? Jérémy, vas-y. Non, voilà. Le star talent, ouais, c'est quand on prend un comédien. Tu me dis, j'ai pris Jonathan Cohen pour faire une voix dans un film. Moi, ça me dérange pas parce que c'est un doubleur. D'ailleurs, j'ai vu The Voices récemment avec lui et j'ai appris que c'était lui qui faisait la voix de Ryan Gosling. Ryan Reynolds. De Ryan C'est Ryan Reynolds. Oui, je confonds les deux. Ah, t'es tellement random. Oui, en fait, en revoyant le film, je me suis dit, ah putain, c'est vrai que c'est Jonathan Cohen qui fait la voix. C'est Jonathan Cohen qui double et qui fait la voix du chat, du chien, tout ça, quoi. Et donc là, ça me dérange pas parce que c'est un comédien à la base, quoi. Par contre, ça va me déranger quand il y a le dessin animé La Famille Adams et qu'ils se disent, Gomez Adams, on le ferait pas doubler par Kev Adams ou quoi? Et je l'ai regardé en VO. Il est comédien, Kev Adams, ça. Ouais, mais non, là, c'est pas. Je suis désolé, mais il joue très mal. Désolé, je pense que il est humoriste. Ça fait quelques temps qu'il a fait son intermittence. Hein. Non, là, déjà, non, le doublage est vraiment horrible. Encore, ça serait un bon comédien de doublage, j'aurais rien contre, mais là, j'ai dû le regarder. Je regarde jamais les dessins animés en VO. Là, je l'ai fait parce que c'était pas possible. C'est vraiment. Le doublage est trop mauvais. C'est terrible. Hein. Si, vraiment. Et le pire où ça m'a marqué, c'était dans Lego, je sais plus lequel. Ils ont pris un footballeur, je crois que c'est Griezmann, pour faire Superman, qui est une apparition. Il a dit une phrase. J'ai entendu que c'était pas un comédien. J'ai cherché, j'ai entendu la voix. Il a une phrase, j'ai fait oula, il y a un truc qui va pas. J'ai cherché, j'ai vu que c'était un footballeur qui faisait la voix. Et j'ai fait, oui, forcément. Et le mec a réussi à rater une phrase. Et au bout d'un moment, quand ça s'entend dans ton film, c'est que ça va pas. Il y a un truc qui... Alors moi, alors pas pour le Star Talent, mais je repense au truc de passer à la VO ou à la VF. Moi, justement, je regarde toujours en VO. Et la seule fois de ma vie à laquelle j'ai tellement pas aimé la VO, où je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce que je suis en train d'entendre? Je trouve ça très mauvais. Et je suis passé à la VF, c'est sur la série Arcane. Voilà. Je trouvais que la VO d'Arcane était pas ouf. J'avais l'impression d'entendre une VO de jeu vidéo, en fait. Je trouve que c'était très faux, en fait, comme un jeu vidéo. Et la VF, j'ai pas l'impression de regarder un jeu vidéo, j'ai l'impression d'entendre réellement un dessin animé. Et c'est ce que je voulais voir. Alors, je sais que c'est tiré d'un jeu vidéo, hein, mais je voulais voir en dessin animé, moi. Et donc, du coup, la VF d'Arcane, je la trouve bien meilleure que la VO. Voilà. Mais tu vois, c'est marrant, je rebondis là-dessus parce que du coup, je rebondis ça vaut une question. Parce que j'avais la même question sur le Star Talent, mais on peut l'élargir. C'est moi sur le Star Talent, c'était à quel moment où commence le Star Talent et où s'arrête juste un comédien très connu. Par exemple, on parle Alain Chabat dans Shrek, c'est du Star Talent normalement. Pas parce vraiment, que tout le film a déjà été doublé avec un autre comédien. Oui, c'est vrai. Emmanuel Curtil. Et du coup, ils ont repris. C'est vrai. Ouais, et du coup, ils ont dit non, mais on va mettre Alain Chabat. Oui, mais Alain Chabat est déjà comédien. Donc tu vois, c'est Mais c'était pas vendu sur lui quand même. Je veux dire, Shrek, c'était pas écrit avec la voix de Alain Chabat. C'est quand même pas mal. Ils ont flirté sur le fait qu'il y a Mac Myers et Alain Chabat sur Akan à ce moment-là. Ah ouais, ok. Ouais. Et pareil, Franck Dubosc, c'est un comédien aussi. Et du coup, tu dis, en fait, tu vois, c'est toujours un peu quand fou. ça marche. Et dans la même idée. Mais encore une fois, Nemo, j'avais plus l'impression que le film s'est vendu sur Nemo que sur le fait qu'il y ait Franck Dubosc à l'affiche, tu vois. Ouais. Pour moi, le Star Talent, il est plus là, c'est genre avec la voix de. Tu vois, genre, il y a Michel et Michel d'Allociné qui ont fait la voix de deux mouettes.
Donc les gars qui font les faux raccords, qui ont fait pas les mouettes, mais qui ont fait la voix de 2 personnages dans un dessin animé, je ne sais plus lequel. Je sais pas si c'est un Toy Story. Non, les mouettes, c'était Natou, Norman et Cyprien, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Enfin bref, et Squeezie. Et ça, par contre, tu vas le voir écrit en gros sur la jaquette ou machin. Et tu fais, mais c'est ça le Starternet pour moi. Mais il y a ça, et il y a aussi. Du coup, la série Arcane, moi, ce qui me fait rire, c'est un peu, comment dire, une bulle. Dans la VO et la VF, c'est à quel moment la VF est une VO et à quel moment la VO est une VF, puisque les mecs qui ont vraiment construit la série sont français. Et je me dis, est-ce que si le film, enfin, tu vois, après ça ouvre vraiment beaucoup trop, parce que tu dis la nationalité d'un film. Je veux dire, tu vois, un réal espagnol va tourner à l'espagnol et du coup il va penser, ou les dialoguistes, les scénaristes vont penser le film en leur langue, tu vois. Et du coup, là, ça devient un peu compliqué, mais oui, de toute façon, Arcane, c'est exceptionnel en VF. Je pense que ceux qui ont tout réussi et qui ont tout compris, c'est ceux qui ne font pas parler français ou anglais, ou en fait aucune langue qui existe leur personnage, comme les mignons ou comme Mario. Comme ça, tu utilises le même doubleur pour le monde entier et c'est parfait. Après, Mario, il est connu, il est pas connu dans le monde entier pour dire It's me Mario. oui, c'est vrai, mais c'est le même doubleur partout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou Phil Collins. Du coup, c'est les mignons, Mario et Phil Collins, puisqu'il se double lui-même. Ah mais oui, c'est vrai, dans les chansons, dans Tarzan et tout ça. Oui, parce que c'est vrai, bien sûr. Dans le Roi Lion, dans Tarzan et dans Frères des ours. Tu avais déjà fait la vanne tout à l'heure et j'avais pas compris. Mais ça y est, maintenant ça y est. C'est vrai que pour les coups, j'adorais les musiques de Tarzan quand j'étais petit et je trouve que c'est cool d'avoir regardé Phil Collins en VF. Je trouve ça vraiment cool. Ok, on va s'arrêter sur ça. Je vous remercie beaucoup pour cet épisode qui a été beaucoup plus long que ce que je croyais. Je pensais pas qu'on allait autant parler et c'est super du coup parce que c'était très très intéressant et je suis ravi de cet échange. J'aimerais juste, avant de partir, souligner que, alors oui, il y a Squeezie qui a fait ça, qui a aussi, enfin moi je pense à des films en fait qui se reposent complètement sur leur acteur en fait, parce que sinon personne n'irait les voir, déjà que c'est pas glorieux. Il y avait Ratchet et Clank avec Squeezie. Il y avait Saitama là, comment il s'appelle le truc avec Orelsan, c'est catastrophique. Avec Orelsan, non, je suis pas d'accord. One Punch Man. Alors pour le coup, je trouve que c'est un très bon choix. Bah moi je trouve qu'Orelsan joue très mal, mais après c'est. Mais ce qui m'a fait il transmet rien quoi. Alors oui, c'est sûr que le personnage bon est pas très charismatique non plus. Enfin pas charismatique, mais très. Mais c'est un personnage un peu nonchalant, je trouve que ça va bien avec Orelsan. Voilà, c'est ça. Mais il y avait surtout Garfield avec Sébastien Coé, moi, ce qui m'avait beaucoup fait rire. Voilà, c'est tout pour moi. Il y avait surtout Norman dans Projet X aussi, hein, c'était envie de pouvoir placer ça. Ah ouais, Norman, il est doublé Projet X, ça, ouais. C'était très très mauvais. Ah bah tu m'étonnes. Ok, merci d'avoir niqué ma conclusion pour ça. Désolé, mais attends, il y aurait quand même Sébastien Coé dans un film... doublage de Garfield. De toute façon, mais là, on part sur un autre sujet, c'est que pour moi, Garfield est inadaptable, tout simplement. Garfield, c'est juste un gros chat qui ne fait rien. Alors, à partir du moment où tu lui fais faire des trucs, tu chies sur la gueule de Garfield. Voilà, et dans un film, ils ont même fait doubler Jack Black par Coé aussi. Parce qu'ils se sont dit, un gros, on va le faire doubler par un gros. Voilà, incroyable. John Goodman doublé par Pierre Ménès. Allez, c'est parti. Bref, allez, vraiment, j'espère que vous avez aussi tous passé un bon moment. Oui, c'était bien sympa. Nickel, oui, super. Oui. C'était exceptionnel. Mais j'écouterai ce podcast en sous-titres. Tout le monde est parti. Et oui, sachez que ce podcast sera entièrement redoublé par moi-même. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Une bonne soirée. J'aurais dû faire la vanne entièrement redoublée par Benjamin, ça aurait été encore mieux. Je vois bien Benjamin redoubler tout ça. Je vous souhaite Cinesphère, pardon. Oui, écoutez Cinesphère et à très bientôt. Bye. Ciao, bye. Ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.